Yo tout le monde, ici Juju tout seul, et aujourd'hui je me devais, parce que c'est ma mission, de vous parler de la première œuvre canonique du DCU de James Gunn. L'œuvre donc qui nous introduit au nouvel univers DC, que James Gunn va nous introduire encore une fois au cinéma cette année avec le film Superman. Nous allons parler de Creature Commandos, qui est un cas très particulier parce que c'est une série qui a été écrite par James Gunn après qu'il est sorti du coup le film The Suicide Squad et la saison 1 de Peacemaker. Et c'est une série qui avait été écrite pour être canon dans le DCEU, donc l'univers qui précédait le DCU, un univers qui est mort et enterré maintenant. Et du coup, c'est ça qui est très particulier, c'est qu'une fois que James Gunn est devenu le CEO de DC Studios et du DCU avec Peter Safran, et la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a commandé la série Creature Commandos qu'il avait déjà écrite à l'époque, et qu'il a un petit peu remanié afin que ça colle au nouvel univers DC. Donc on est sur une série qui a un petit peu le cul entre deux univers, on va dire, dans le sens où cette série Creature Commandos, c'est très clairement une suite spirituelle et canonique de The Suicide Squad, très très clairement, et de la saison 1 de Peacemaker. C'est qu'on reprend vraiment à la suite des événements de ces œuvres-là, mais normalement, ces œuvres-là, sont des œuvres qui appartiennent au DCEU, qui est un univers qui n'est plus canon, qui n'existe plus. Donc c'est un peu ça le hic, on va dire, c'est que c'est une série qui suit les événements de projets qui n'existent plus dans la diégèse de l'univers, et qui nous lance un nouvel univers. Mais du coup, James Gunn nous a clairement dit en interview que si des événements de The Suicide Squad ou de Peacemaker sont mentionnés dans les projets du DCU, prenez ces événements en tant que tels comme canon en fait. Peut-être que les films en eux-mêmes sont pas canons, qu'il y a des trucs qui seront différents d'un univers à un autre, certes, mais en tout cas, The Suicide Squad et Peacemaker sont plus ou moins des projets soft canon. C'est que ce sont des projets à moitié canon, que du coup je vous recommande largement de regarder avant du coup ce nouvel univers qu'est le DCU. On peut prendre du coup The Suicide Squad comme le premier projet chronologique, on va dire, du DCU, parce que c'est un projet qui est plus ou moins canon au DCU, mais le projet qui va vraiment nous introduire au DCU, qui va vraiment mener les enjeux, les bases, l'univers, le contexte de ce nouvel univers qui va abriter tout l'univers DC au cinéma, à la télévision, dans les jeux vidéo et partout durant les 10 prochaines années. Bon, surtout si Superman marche, si Superman marche pas, cet univers-là va pas durer trop longtemps, on va dire. Mais en tout cas, c'est Superman qui va nous introduire ça. Superman, ce sera vraiment l'introduction ultime à ce nouvel univers que James Gunn nous proposera au cinéma et à la télévision. Mais on a Creature Commandos qui, par défaut, est la première œuvre du DCU qui sort. Et donc, faut un peu prendre cette série comme un épisode 0. Du coup, c'est un peu l'épisode 0 avant le gros épisode 1 qui est le film Superman, du coup. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une série qui parle d'événements qui se sont déroulés dans un univers qui n'existe plus, mais qui est censé nous introduire à un nouvel univers. Donc c'est un peu ça le hic, comme je vous l'ai dit. Mais voilà, prenez l'explication de James Gunn. The Suicide Squad et Peacemaker, c'est plus ou moins canon, en sachant qu'il y a la saison 2 de Peacemaker qui arrive cette année en plus, qui cette fois sera canon à ce nouvel univers, donc mais que je vous laisse quand même garder en tête. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas regarder Creature Commandos. C'est que certes, il y a 2-3 lignes de dialogue que vous aurez peut-être vite fait sans contexte, qui concernent du coup le film The Suicide Squad et la série Peacemaker de James Gunn, parce que James Gunn, comme vous pouvez le comprendre, c'est James Gunn qui a écrit cette série, qui a engagé les acteurs, qui a produit la série, donc c'est une série de James Gunn, totalement. Et du coup James Gunn, quand il est devenu CEO de DC Studios, il s'est dit, ok, on va tout reboot, on va faire un nouvel univers d'ici, mais j'ai quand même gardé canon les projets qui sont les miens. Donc, The Suicide Squad et Peacemaker, c'est plus ou moins canon, comme je viens de vous le dire. Et Creature Commandos suit la logique de ces deux œuvres-là. C'est-à-dire, on suit une nouvelle équipe. En fait, c'est un peu un Suicide Squad bis, en fait. C'est que suite aux événements de Peacemaker, où les traitements d'Amanda Waller envers les criminels ont été dénoncés, le fait que la Suicide Squad a été dévoilée publiquement à la fin du Peacemaker, ça a fait en sorte qu'Amanda Waller n'a plus le droit d'envoyer des criminels humains en mission suicide. Et du coup, dans cette série-là, Amanda Waller va du coup créer un nouveau type de Suicide Squad, qui sont les Creature Commandos, la Task Force M, où cette fois Amanda Waller n'a plus le droit d'utiliser des humains certes, mais elle a le droit d'utiliser des monstres. Donc des méta-humains monstrueux qui ne sont plus considérés comme humains pour le gouvernement. Et c'est donc là qu'on se retrouve face à cette nouvelle équipe de personnages, que sont les Creature Commandos. Et donc on suit une variété de personnages dans cette série-là, qui vont donc mener une mission au Pocolistan, qui est un pays fictif de l'univers de DC Comics. Et donc ils vont effectuer une mission là-bas, et depuis cette mission, il y aura plein d'enjeux qui vont s'apporter à cela, des twists, des révélations, des choses comme ça. Mais notamment, et c'est aussi ça qui est intéressant dans cette série, c'est que du coup, on a 7 épisodes de 20 à 28 minutes à peu près. Et ce qui fonctionne bien, c'est que chaque épisode, à part le premier épisode, chaque épisode nous révèle la backstory d'un des personnages de la série. C'est qu'on a l'intrigue qui continue durant tous les épisodes, mais en parallèle, on a des flashbacks
sur les origines d'un personnage par épisode, et c'est ça qui est aussi cool, et c'est peut-être ça le plus intéressant dans cette série, c'est que James Gunn prolonge un peu ses thématiques habituelles, c'est-à-dire on va traiter de personnages un peu losers, rejetés par la société, qui sont un peu vus comme des freaks, qui font peur aux gens, et qui ont peut-être une part d'humanité en eux ou pas, on va dire. Et donc James Gunn va nous traiter de thématiques très adultes dans cette série. C'est aussi ça, c'est que du coup, nous sommes sur une série animée, mais je crois honnêtement que c'est l'œuvre la plus crue que James Gunn nous ait proposée jusqu'à présent. Même dans Peacemaker ou dans Suicide Squad, il n'était pas aussi cru, je pense, au niveau de la violence, au niveau du langage, au niveau du sexe. C'est que c'est une série qui est très très adulte, pour le coup, c'est pas parce que c'est une série animée qu'il faut la prendre en tant que telle, c'est que c'est une série très adulte, effectivement. Des histoires extrêmement tragiques et assez dark, quand même. Et je pense aussi que c'est peut-être l'une des œuvres les plus tragiques que James Gunn ait écrites, lui-même l'a dit d'ailleurs, dans le sens où peut-être que l'œuvre la plus tragique que James Gunn ait écrite, c'était les origines de Rocket dans les Gardiens de la Galaxie 3, mais au moins, les Gardiens de la Galaxie 3 se finissaient bien, quoi. Là, dans Creature Commandos, on suit des personnages avec quasiment tous des backstories très tragiques et très tristes, et qui sont devenus des monstres, mais même la fin de cette saison 1, parce qu'il faut savoir que la série a été un succès sur Max, et donc nous aurons droit à une saison 2, et je suis plutôt content, même la fin de cette saison 1 est assez douce amère aussi. C'est que je crois que James Gunn nous a jamais écrit une fin aussi ambiguë en termes de happy ending que ça, et je dois dire que ça m'a plutôt impressionné, c'est que c'est vrai qu'à la base j'en avais un peu rien à cirer un peu de cette série, je me suis dit, donnez-moi Superman maintenant, quoi. Genre, Creature Commandos, je connaissais l'équipe, c'est déjà ça, je connaissais l'équipe, puisque j'avais déjà croisé l'équipe dans la série animée Batman Alliance des Héros, où t'avais Batman qui faisait un team-up avec Frankenstein, la momie et le loup-garou, genre. Et les Creature Commandos, c'est un peu ça, les Creature Commandos, c'est une équipe de frics, c'est un peu typé Halloween, quoi. Parce que l'équipe de base, normalement, c'est un loup-garou, c'est une momie, c'est un Frankenstein, c'est un vampire, etc. Et James Gunn a un peu remanié l'équipe à sa manière, et au final, c'est pas si mal, c'est un peu plus varié dans les personnages. Et je pense que c'est ça qui va potentiellement pouvoir vous intéresser, c'est que vous allez voir des personnages avec des origines différentes, des backstories différentes et des backgrounds différentes, du coup, avec du coup des tensions et des tendances différentes. Et c'est ça qui, pour moi, fonctionne bien dans le développement des personnages de cette série-là, c'est qu'il y a des personnages que vous pourrez détester, des personnages que vous pourrez auxquels vous pourrez être attaché, et des personnages où vous serez peut-être plus ambigu, on va dire, sur leur allégeance, on va dire. Et c'est ça qui va rendre cette série peut-être potentiellement intéressante, c'est que tout est ambigu, en fait, qui limite rend l'humain plus monstrueux que le monstre. Je trouve qu'il y a un côté très Del Toro dans cette série. Ça m'a pas mal fait penser au film de Guillermo Del Toro, les derniers, notamment Shape of Water, ou des trucs ou Hellboy, par exemple, où on te montre constamment des êtres humains, qui sont souvent les antagonistes dans cette série, comme plus cruels que les personnages que l'on suit, qui sont maintenant des monstres, entre guillemets. Et donc c'est une thématique qui reflète un peu ce qu'il avait un peu développé dans les Gardiens de la Galaxie 3, avec la maltraitance animale par exemple. Et donc c'est quelque chose qu'on a dans cette série, tout en ayant, et ça peut diviser, et honnêtement, il y a eu 2-3 moments où j'ai trouvé ça un peu forcé, tout en ayant un humour bien gras, ça faut le dire. C'est que James Gunn, il aime bien l'humour bien adulte, bien cru comme on dit. Et donc ça plaira ou ne ça plaira pas, mais je trouve que justement c'est le style de James Gunn. Sans cet humour, il n'y aurait pas ce style-là, on va dire. C'est que James Gunn, ça a toujours été de la tragicomédie. Il a toujours contrebalancé des histoires extrêmement tristes, extrêmement dépressives, entre guillemets, avec un humour et une comédie et un second degré qui est propre à lui, et donc si vous connaissez James Gunn, c'est ce que vous allez retrouver dans cette série, très très clairement. Et je dois vous dire que j'avais un peu du mal avec les 2 premiers épisodes, dans le sens où je trouvais que 20 minutes, c'était tellement court de me taper 20 minutes par semaine d'épisodes. En première semaine, ils nous ont filé 2 épisodes, donc on a eu 40 minutes, et même avec 40 minutes, ça me paraissait très court, et je trouvais que ça avançait pas trop, et que j'étais pas super intéressé. Et au final, c'est à partir de la semaine suivante, et une fois qu'on était à l'épisode 3, et qu'on avait à chaque fois 20 minutes par semaine, que d'un coup, je trouvais que tous les épisodes m'avaient plu, en fait. Et de manière générale, je vous recommande chaudement Creature Commandos. Si vous êtes intéressé à l'univers de DC Comics, si c'est une équipe que vous connaissez très peu, si bien sûr vous suivez l'univers DC, ou même si tout simplement vous voulez suivre une histoire de monstre, ou si vous êtes un fan de James Gunn, je pense que c'est une série qui est faite pour vous, très très clairement, en gardant en tête bien sûr que c'est une série qui est pas donnée à tout le monde, en termes d'humour, en termes de classification, vu que c'est une série très, très violente, comme je vous l'ai dit. Et moi je dois vous dire que l'animation, personnellement je suis plutôt mitigé sur l'animation, c'est que on sait que ces personnages-là, à l'avenir, en tout cas ceux qui sont encore en vie, on va dire à la fin de la série, sont amenés à apparaître en live action, peut-être dans les films et les séries qui appartiennent au DCU. Par exemple, on a le personnage de Rick Flag Senior, qui a été introduit dans cette série,
qui apparaîtra dans le film Superman et qui apparaîtra dans la saison 2 de Peacemaker par exemple. Et je dois dire que l'animation m'a un petit peu divisé quand même, c'est que... je vais pas dire que mon standard c'est arcade, mon standard c'est X-Men 97 qui a une superbe animation, et pour moi le low level d'animation des séries actuelles, pour moi c'est Invincible. C'est que l'animation d'Invincible est vraiment dégueulasse, c'est que là, il y a vraiment aucun travail, l'animation d'Invincible fait vraiment low budget, on dessine ça vite fait et puis c'est bon, on envoie ça quoi. Puis Creature Commandos, c'est pas non plus le niveau d'Invincible, c'est le niveau du dessus. C'est le niveau du dessus dans le sens où on a des chara design qui sont très sobres, assez peu détaillés, et pas non plus super stylisés non plus. Mais l'animation a quand même plus de gueule que l'animation d'Invincible, c'est quand même plus fluide, les scènes d'action sont plus stylisées, il y a plus de travail, du mouvement, des effets, etc. Ça reste agréable au visionnage, mais c'est pas l'animation du siècle, quoi. C'est pas une animation qui m'a surpris. C'est vrai, après moi c'est un peu l'image que j'ai dans ma tête, mais quand je vois des séries animées comme les séries Star Wars, qui sont des séries en 3D, qui ont une gueule de fou, ou même What If, la série What If qui a un côté 3D où on sent que c'est vraiment une série qui appartient à un univers cinématographique. Le fait de me dire que cette série animée appartient à un univers cinématographique auquel on aura droit à des films et à des séries, me dire que le niveau d'animation, c'est un niveau très très simple en fait d'animation. J'avoue que ça m'a un petit peu déçu, et personnellement, regardez la bande-annonce pour vous faire un avis sur l'animation. Mais personnellement, en tout cas, j'ai complètement réussi à faire abstraction de mes soucis concernant l'animation, on va dire. Mais je reste quand même un peu mitigé sur la qualité de l'animation. J'aurais aimé avoir quelque chose quand même de plus qualitatif, de plus travaillé dans l'animation, en sachant que ces personnages-là sont censés apparaître en live après, donc voilà. Mais pour moi, c'est comme je vous l'ai dit, pour moi ça n'a aucun sens que cette série soit là, notre introduction des DCU, parce que c'est une série qui démarre un peu en plein milieu de l'action en fait. C'est un peu ça qui est marrant, c'est que on suit le personnage de Rick Flag Senior, un simple humain qui donc gère cette équipe de monstres / méta-humains. Et Rick Flag Senior, c'est le père de Rick Flag Junior, qui est mort dans le film The Suicide Squad. Donc à partir de là, ça se voit que cette série se déroule dans un univers qui est déjà instauré, qui a déjà eu droit à des histoires, mais je vais pas encore vous reparler des films que James Gunn a fait avant, de The Suicide Squad et Peacemaker. Et à la fois, c'est le truc qui est censé nous introduire à l'univers, et je dirais que l'avantage, en tout cas, de nous introduire le DCU avec une série animée, je dirais, c'est que l'avantage, c'est qu'on accepte et on pardonne beaucoup de choses avec le format du dessin animé. C'est qu'avec cette série animée-là, direct on est lancé dans un univers où il y a des Amazones, où il y a des dieux, il y a des monstres, où il y a Gotham, il y a Metropolis, il y a des méta-humains, il y a des gouvernements avec des armes futuristes. C'est une série animée, donc ça passe, on va dire. Parce que c'est aussi ça qui est très très intéressant dans l'univers de James Gunn, et que j'ai très très hâte de voir se développer dans son univers, c'est que son univers d'ici sera un univers d'ici établi. C'est-à-dire que quand on verra le film Superman en 2025, Superman existe dans un monde où il y a déjà plein de super-héros, ça fait plus de 100 ans que les gens savent que les super-héros existent, qu'il y a plein de méta-humains, il y a plein de monstres, il y a plein de peuples cachés, etc. Donc le monde, on est dans un univers d'ici établi, et donc Creature Commandos n'échappe pas à cette règle-là, c'est que dans Creature Commandos, on suit des personnages qui viennent de backgrounds différents, comme j'avais dit, d'univers différents, et qui sont confrontés à une mission qui les confronte à d'autres panthéons du lore de DC Comics, par exemple, notamment le personnage de Circe, qui est normalement une ennemie de Wonder Woman, qui est dans cette série, par exemple, et puis on joue avec les codes, on nous introduit un ennemi de Batman, on nous met Frankenstein des livres de Marie Shelley, avec du coup la fiancée de Frankenstein, donc on a tout un mélange de galeries de personnages et d'univers et de lore, qui nous montre un univers qui est déjà établi et qui existe bel et bien. Et comme c'est de l'animation encore une fois, on pardonne tout, c'est que ça passe. C'est que ça passe dans le style, dans les designs, dans l'univers, ça nous perd pas, on n'est pas du tout perdu, on n'a aucun souci. Et honnêtement, je trouve que l'animation c'est le meilleur format possible, en tout cas pour accepter ce type d'univers-là, on va dire. C'est pas comme quand je vois tout le monde se plaindre de la présence de Crypto dans le trailer de Superman, où t'as plein de personnes qui sont grave divisées, qui ont du mal à voir ça de façon réaliste. Là on est sur une série animée, donc là les gens pardonnent. Donc c'est aussi ça qui... Donc je pense que ça facilite un peu cet aspect-là du DCU. En dehors de ça, non, c'est clairement pas ça que j'aurais mis en premier projet du DCU, sinon, mais ça c'est vrai, comme je vous dis, c'est par défaut. Et puis ce qui est intéressant, c'est que c'est une série qui se suffit à elle-même, c'est qu'à la fin de la saison 1, l'intrigue est réglée et résolue. C'est une série qui fait un peu le pont entre certains projets qu'on aura droit au cinéma et en série télé à l'avenir. Comme je vous l'ai dit, par exemple, un exemple qui n'est pas un spoiler, c'est que bien sûr, dans cette série, on suit Rick Flag Senior, qui est le père de Rick Flag Junior qu'on a vu dans The Suicide Squad, et Rick Flag Senior sera l'un des antagonistes de la saison 2 de la saison 2 de Peacemaker. Donc rien que la présence de Rick Flag Senior fait déjà le pont entre 2-3 projets du DCU où on reverra Rick Flag Senior. Et il y a d'autres cas comme ça, c'est qu'il y a des origin story, il y a des personnages, il y a des backgrounds de personnages qui sont reliés à des personnages et qui sont reliés à des univers
que l'on va bientôt revoir et découvrir en live action dans des films et dans des séries. Creature Commandos ne nous disent pas de projet à proprement parler DC Comics, mais ça fait un peu le pont entre ces projets qui arrivent quand même. Comme la plupart de ces personnages devront apparaître au cinéma plus tard, c'est que le casting vocal est un casting vocal qui est assez qualitatif, quoi. Si on est sur un casting vocal qui comporte beaucoup d'acteurs de séries télévisées et de cinéma, du coup, parce qu'ils vont potentiellement interpréter les personnages de cette série animée dans les films et séries live action qu'on verra plus tard dans le DCU. Par exemple, on a David Harbour, qui joue du coup le Frankenstein dans cette série-là. Et d'ailleurs, je pense que Frankenstein, c'est l'un de mes personnages préférés de cette série. C'est que ça faisait longtemps que James Gunn n'avait pas écrit un personnage aussi détestable, un connard détestable, cruel, sans cœur, sans pitié, mais qu'il arrive malgré tout à rendre sympathique, sans que l'on oublie pour autant que c'est une giga ordure, en fait. Et pour le coup, David Harbour est très très bon dans le rôle du personnage, parce qu'à la fois, il a ce côté un peu baroque, à la Frankenstein, un peu gothique, avec un langage très noble, et à la fois, c'est un giga débile, un peu comme le rôle de Red Guardian que David Harbour joue dans le MCU, sauf que là, il est débile et un peu con d'une manière totalement différente. Mais je pense que c'est peut-être l'un de mes personnages préférés de cette série parce que moi je suis pas très fan d'habitude quand on mélange des univers hors comics et qu'on les intègre dans un univers de comics. Par exemple, quand tu mets Hercule dans l'univers Marvel, quand tu mets Sherlock Holmes dans l'univers DC, quand tu mets je sais pas quel personnage dans tel univers. Pour moi, il y a que avec Thor qu'on a réussi à faire un truc intéressant parce que Thor, pour le coup, on a introduit la mythologie nordique de Thor de manière à ce que Thor soit une entité à part du dieu nordique qui existe bel et bien dans le folklore nordique en fait. Et moi j'avais peur, mais Frankenstein, je m'en fous. Frankenstein c'est un personnage qui a été adapté 500 fois, qui existe et qui existera dans une infinité d'adaptations. Qu'est-ce que j'en ai à faire qu'on implémente Frankenstein dans l'univers d'ici, quoi. Je m'en fous un peu, quoi. C'est un personnage bien connu de tous. Et James Gunn a parfaitement trouvé l'arc narratif, la balance, l'histoire, l'humour, on va dire, et le côté vraiment détestable, connard, pervers du personnage, qui le détourne bien, qui le rend intéressant. Et franchement, Frankenstein, j'en parlerai plus en spoiler, mais c'est un personnage que j'ai franchement bien apprécié en tout cas en termes d'écriture, parce que c'est pas un personnage qui est nécessairement attachant, mais en termes d'écriture, c'est un personnage pour le coup qui est très bien réécrit par rapport au Frankenstein que l'on connaît tous. Et qui dit Frankenstein dit aussi la fiancée de Frankenstein, qui est une membre des Creature Commandos et qui est un peu la protagoniste de cette série, campée par l'actrice Indira Varma, qui est une actrice que j'apprécie, qu'on a vue dans Rome, dans Game of Thrones, dans Obi-Wan Kenobi, entre autres. Et donc c'est un personnage qui fonctionne bien parce que c'est un personnage c'est une femme forte, très très charismatique, qui s'en fout, qui n'a aucune politesse et qui s'en fout un peu de la vie, et qui a tout cet arc, en plus qui devrait plaire, elle a tout un arc du coup par rapport à l'harcèlement, au viol, au désir et au fait qu'elle soit une femme et pas la propriété de quelqu'un, quoi. Parce qu'à la base, la fiancée de Frankenstein a été créée parce qu'il fallait un compagnon à Frankenstein qui se sentait seul en fait. Et donc il y a tout ce côté-là où le Frankenstein la désire et la fiancée ne le désire pas. Et donc Frankenstein durant toute la série va essayer de la récupérer. Et donc il y a tout un arc sur ça de la fiancée de Frankenstein qui essaye de se mettre à part un peu des difficultés que les femmes peuvent subir dans la vie, et que Fell accepte le fait que oui, elle est aussi une victime un peu de tous ces aspects nocifs qu'elles peuvent subir. Et donc c'est un personnage qui marche très très bien dans ce côté-là qu'on évoquera aussi en spoiler. On a le personnage de Nina Marzowski qui était le seul personnage que je connaissais pas du tout des comics, qui est le personnage un peu amphibien de la série, qui est un peu en vrai c'est un stéréotype que James Gunn a souvent fait dans ses films et séries, le stéréotype du personnage qui a un grand cœur, qui est toute gentille, toute mignonne et qui est très innocente. C'est le stéréotype qu'on a avec Mantis dans Les Gardiens par exemple. C'était aussi le stéréotype qu'on avait avec Ratcatcher dans Suicide Squad aussi. Donc c'est un stéréotype qu'on retrouve avec ce personnage-là également. Et ça fonctionne bien dans le sens où c'est un personnage qui est effectivement plutôt attachant, plutôt mimi, qu'on aimerait voir réussir, s'en sortir, etc. Surtout qu'elle a une backstory assez tragique, comme je l'ai dit, pour quasiment tous les persos. Mais le seul truc qui me dérange un peu avec elle, c'est que c'est un peu son intérêt dans l'équipe, quoi. C'est un personnage qui sert un peu à rien, elle a pas vraiment de skills qui servent l'équipe, et du coup j'ai l'impression que c'est un peu un personnage figurant durant la moitié de la série. Ce qui fait que je pense que beaucoup vont adorer le personnage de Nina, mais personnellement, le fait que son inaction et le fait qu'elle ait pas fait grand chose dans la série de manière générale, en fait son utilité en fait fait que j'ai pas été tant impliqué que ça sur son personnage malheureusement, même si ça reste un bon personnage, mais justement il y a un twist qui marche bien sur le final qui fait que je comprends pourquoi ils ont fait le choix d'introduire ce personnage. On a le personnage de J.I. Robot que je pense les gens vont beaucoup aimer de manière générale.
ce robot de la Seconde Guerre mondiale qui a été programmé pour uniquement tuer des nazis, et donc tout ce qu'il veut dans la série c'est tuer des nazis. Ça m'a bien fait rire pour le coup. C'est comme Paul Kautman qui est obsédé par le fait de tuer sa mère partout où il voit sa mère, ou King Shark qui est obsédé par tuer tout ce qui est de la bouffe, tu vois, ça m'a un peu fait penser à ça, c'est que ce robot-là, ben, il tue que des nazis, et dès qu'il voit un nazi, bah il le tue, et si on lui dit que lui c'est un nazi, bah il va le tuer, donc... comme c'est un robot, c'est un personnage qui est extrêmement cash, qui bute des gens comme ça, sans vergogne. Et donc, c'est un personnage que j'ai bien aimé, et je pense que beaucoup de personnes vont l'adorer, notamment, bah, si vous êtes une personne bien élevée et qui n'aime pas les nazis, bah, vous allez bien l'apprécier, je suppose. Donc, il y a Weasel, qui revient de la série Suicide Squad, qui revient, donc cette espèce de loutre un peu mutante, un peu flippante, creepy, un peu débile, bah elle revient dans cette série-là, et elle revient avec beaucoup d'épaisseur, c'est que du coup, potentiellement, en tout cas pour beaucoup, et peut-être pour moi aussi, le meilleur épisode de la série, bah c'est l'épisode avec Weasel. C'est l'épisode sur la backstory de Weasel, parce qu'effectivement, la backstory de Weasel, bah James Gunn a réussi à rendre une espèce d'animal pas très intelligente, un peu conne, etc., bah, il a réussi à faire de ce personnage-là bah, le personnage le plus attachant de son univers, quoi. C'est qu'il a une histoire qui est déchirante, qui est super forte, et d'un coup tu as des dimensions qui se rapportent et qui se rajoutent en plus sur le personnage de Weasel, qui à la base était juste un gros personnage fait pour la vanne dans Suicide Squad. Et j'ai bien aimé qu'au lieu de prendre le personnage de Wolfpack, qui est normalement le loup-garou de l'équipe dans les comics Creature Commandos, bah il s'est dit, bah écoute, moi je vais pas prendre un loup-garou, j'ai déjà Weasel qui fait un peu office de loup-garou, donc ça m'a fait rire en vrai, on va dire. Donc c'était assez marrant de revoir ce perso en format animation du coup. Et je pense qu'il y a aussi mon personnage préféré de la série qui est le Docteur Phosphorus. Donc le Docteur Phosphorus qui est campé par Alan Tudyk, un grand habitué de l'univers d'ici. Il a doublé le Joker, il a doublé le méchant de Doom Patrol, Nobody, il me semble, Mr. Nobody. Et donc là maintenant il fait la voix de Docteur Phosphorus, qui est un ennemi iconique de Batman, parce que c'est un ennemi de Batman qui a inspiré l'existence de personnages comme Bright ou Blight dans Batman la Relève, ou comme la forme finale de Firefly dans la série animée de Batman où il devient Phosphorus à la fin. Donc c'est un personnage que je connaissais déjà par rapport à ça, parce que c'est un personnage qui a inspiré beaucoup d'ennemis de Batman dans certains dessins animés. Et je pense honnêtement que c'est mon personnage préféré de la série, parce que je pense que ce personnage-là représente tout ce qui me manquait dans le Suicide Squad de James Gunn. C'est que personnellement, moi j'adore le film Suicide Squad de James Gunn, je trouve que c'est l'un des meilleurs films d'ici qu'on a eu de ces dernières années très largement, et que c'est un super film, mais le plus gros défaut que j'avais à relever sur le Suicide Squad de James Gunn, c'était que les méchants étaient pas méchants en fait. C'est qu'on suivait juste des personnages peut-être un peu perdus dans leur vie, un peu perturbés, mais on ne suivait pas des méchants en fait. Et donc ça c'était vraiment le défaut, c'est que moi quand tu me vends une Suicide Squad, moi je veux voir des méchants, des super vilains faire équipe, et donc être des méchants quoi. Être des connards, se comporter comme des connards, être cruels. Et comme je vous l'ai dit, c'est un peu ce que j'ai retrouvé avec Frankenstein déjà, c'est parce que Frankenstein pour le coup c'est un vrai connard, c'est un vrai méchant, et Dr. Phosphorus aussi. Dr. Phosphorus il a une histoire extrêmement dramatique, très très triste, que je vous laisserai découvrir, mais ça ne change pas le fait que c'est un personnage qui est extrêmement sadique et cruel, et c'est ça qui marche bien avec le personnage, c'est qu'à la fois c'est un personnage qui a beaucoup de second degré, donc il est assez drôle, il est très charismatique, et c'est un personnage qui a des moments d'action qui sont très très stylés en termes d'animation, qui a des pouvoirs qui rendent très très bien visuellement, c'est certainement le membre le plus puissant du groupe. Et en plus, c'est un giga sadique, c'est un giga connard pervers qu'on a rien à foutre de la vie et qui peut massacrer tout le monde, toutes les personnes qu'il y a sur son passage. Et c'est ce qui fait que c'est un personnage qu'on peut comprendre à certaines mesures, mais qui va trop loin des fois. Et je pense que c'est mon personnage préféré de la série, parce que là, on a un vrai méchant qui est dans l'équipe, qui s'amicalise, entre guillemets, avec les membres de l'équipe, certes, mais ça reste un giga méchant, quoi. Donc, pour le coup, j'ai beaucoup aimé le personnage. Et ensuite, on a le personnage de Rick Flag Senior, qui est campé donc par Frank Grillo, qui est très content de quitter l'univers Marvel, où on l'a un peu rejeté, c'est comme un chewing-gum, pour que maintenant il joue le rôle de Rick Flag Senior, le père de Rick Flag Jr. Donc, après, par rapport à son personnage, je me demande ça servait à quoi de buter Rick Flag Jr. dans Suicide Squad, si tu prends son père et que tu lui donnes le même rôle qu'avait du coup Rick Flag Jr. C'est-à-dire le rôle du mec humain qui gère une équipe de méchants, comme son fils en fait. Du coup, donc après je dis ça de manière excessive, hein, parce que bien sûr la mort de Rick Flag Jr. a servi l'arc narratif de Peacemaker dans la série télé Peacemaker, et justement la mort de son fils va servir l'arc de la saison 2 de Peacemaker, parce qu'on sait que Rick Flag Senior sera dans la saison 2 de Peacemaker, et qui va vouloir venger la mort de son fils qui s'est fait tuer par Peacemaker dans Suicide Squad, donc il y a quand même ce délire là.
Mais oui, c'est un bon personnage que Frank Grillo porte et qui sera important pour la suite. Ce sera peut-être un peu le Nick Fury un peu de DC. C'est ce personnage-là qui va apparaître peut-être dans plusieurs projets d'affilée. Et Frank Grillo le campe très très bien. Et effectivement, physiquement, c'est un peu ça qui va perturber, c'est que physiquement, il ressemble pas tant que ça à Frank Grillo. C'est que parce qu'il me paraît un peu plus grand, un peu plus BG. Parce que même Frank Grillo, il trouvait que le personnage de Rick Flag Senior dans Creature Commandos était plus BG que lui. C'est qu'ils ont fait un équivalent animé, beaucoup trop BG pour lui en fait. Surtout que comme on peut le voir dans les photos de tournage de Superman ou dans les quelques images qu'on a de Peacemaker saison 2, Frank Grillo ressemble pas trop à Rick Flag Senior en fait physiquement. C'est que déjà ils vont pas lui redonner le t-shirt jaune, ce qui est dommage parce que le t-shirt jaune c'est un peu le code couleur de la famille Flag dans l'univers d'ici. C'est que Rick Flag a toujours porté un t-shirt jaune et j'étais content qu'il le porte dans Creature Commandos, mais après il va pas le porter dans les autres œuvres. Et puis le fait que dans Creature Commandos, il ait les cheveux et la barbe teintés en gris, et boum, et justement il y a cette anecdote où justement ils ont essayé de teindre les cheveux et la barbe de Frank Grillo en gris pour rester cohérent avec Creature Commandos sur le tournage de Peacemaker. Mais comme Frank Grillo était en train de shooter Battle Sacking en même temps, et que comme il est brun et que c'est très compliqué de teindre des cheveux bruns en gris, en fait ils ont abandonné l'idée. Du coup peut-être que dans une saison 2 de Creature Commandos, on verra Rick Flag Senior en animé avec des cheveux bruns cette fois. Donc peut-être que c'était la seule fois qu'on le voyait avec des cheveux gris, mais on vous laissera avec ça, on va dire. Mais sinon c'est un bon personnage, charismatique, bon leader, militaire, etc. J'ai pas grand chose à dire sur lui honnêtement, c'est peut-être le perso le moins développé de la série justement. Et puis on retrouve d'autres personnages bien connus des fans, on retrouve Amanda Waller, doublée par Viola Davis, qui est censée avoir sa série télé d'ailleurs. Donc pour le coup, s'il y a bien une série auquel je m'en cogne pour l'instant, c'est bien la série télé sur Amanda Waller. Mais voilà, elle est fidèle à elle-même, ça reste l'un des meilleurs castings possibles pour jouer le personnage de Amanda Waller, ce personnage froid et sans vergogne que l'on connaît tous. On retrouve des personnages de Peacemaker qui sont cool, on retrouve le personnage de Steve Agee, donc de Economos de Peacemaker qui est très sympa à retrouver. Et on a des personnages de l'univers DC Comics, je vais en spoiler qu'un seul, comme le personnage de Circe qui apparaît dans cette série, Circe donc ennemi de Wonder Woman, par exemple, qui sont sympathiques à découvrir. Et donc je vous laisserai, si vous êtes fan du DC Comics, préparez-vous à avoir une multitude de caméos et de références à l'univers de DC Comics, donc je vous laisserai voir avec tout ça. Et puis en termes de BO, j'ai trouvé que la BO était pas inintéressante, dans le sens où je trouve que James Gunn quand même a mis trop de chansons. Je trouve qu'on a une soundtrack il y a 2-3 thèmes que j'ai trouvé sympa dans la série, mais on n'a pas le temps de les laisser respirer, dans le sens où James Gunn met tout le temps, à son habitude j'ai envie de dire, des chansons dans cette série. Après la seule vibe qui change un peu et que j'aime bien par rapport à James Gunn, c'est que comme cette série se déroule au Pocolistan, qui est un pays de l'Est fictif, les 3/4 des chansons qu'on a dans cette série, c'est des chansons de l'Est. C'est des chansons très folkloriques, très accordéon, très comme ça, très festoyant, on va dire. Et donc il y a cette ambiance un peu de l'Est qui habite toute cette série. C'est ça qui est plutôt cool. C'est que j'aime bien le fait que James Gunn s'essaye à plusieurs styles de musique selon les œuvres qu'il adapte. C'est qu'il était dans quelque chose de très 80s, très 80s, très nostalgie avec sa trilogie des Gardiens. Il nous a proposé une BO beaucoup plus rock'n'roll avec Peacemaker. Et là, il nous propose une BO qui est beaucoup plus Europe de l'Est, plus folklorique, avec Creature Commandos, ce qui lui donne une identité plutôt singulière, ce qui est plutôt cool. Et dans ADA de manière générale, dans ADA, du coup, la seule DA qui a vraiment à relever, c'est le pays du Pocolistan, vu que quasiment toute la série se déroule là-bas. Et comme je dis, moi j'aime beaucoup, James Gunn l'a souvent dit, que l'objectif de son univers d'ici, c'est de proposer un univers fictif, où chaque ville a son identité singulière, ce que Metropolis ressemblera à Metropolis, Gotham sera Gotham. C'est ça qui est différent avec Marvel, c'est que Marvel, eux, les 3/4 des événements de l'univers Marvel se déroulent dans des villes qui existent pour de vrai, donc à New York, à Manhattan, etc. Manhattan c'est à New York, mais alors que DC, les 3/4 des villes de DC, c'est des villes fictives, donc des villes qui ont leur propre identité singulière, leur propre patte visuelle. Et j'ai bien kiffé le fait que James Gunn te prenne une ville secondaire que personne ne connaît de l'univers d'ici, que le Pocolistan, et qui te fait une ville avec un giga château, une ville très Disney, une ville avec un giga château violet gris, qui emporte violet doré, avec des gardes, avec des canons futuristes et des jetpacks. C'est que James Gunn commence bien dans son idée de donner des identités visuelles à chaque ville qu'il va introduire dans son univers d'ici, et effectivement le Pocolistan a une identité à part dans la DA du DCU, et donc c'était plutôt cool de commencer à avoir un peu avoir l'idée qui se fait un peu de ça. C'est que bien sûr aussi l'univers de James Gunn, et c'est déjà le cas dans cette série, sera très axé Silver Age. Donc attendez-vous à avoir des gorilles qui parlent, avoir des chiens qui volent, avoir des cafards géants, des trucs comme ça. C'est l'univers de James Gunn, c'est l'univers d'ici des années 70-80 qui va prendre vie grâce à Superman et à cette série. Donc c'est quelque chose que vous allez totalement retrouver dans les diverses références à l'univers d'ici qu'il y a dans cette série.
Et puis pour terminer, comme je vous l'ai dit, je trouve que malgré les 2 premiers épisodes qui m'avaient un peu divisé, je trouve que les 20 minutes par épisode m'ont complètement pris, c'est que je me suis jamais ennuyé une seule seconde, et c'est une série qui se regarde très vite, hein. Vous enchaînez les 7 épisodes, déjà c'est que 7 épisodes, vous enchaînez les 7 épisodes, vous avez droit à quoi, 2h30, 3h de série, quoi, c'est pas très très loin à regarder. Et donc tous les épisodes sont très bien rythmés, entre faire avancer l'intrigue et proposer une origin story de personnage par épisode, à part la fin. Moi j'étais personnellement un petit peu déçu par la fin, j'ai quelques soucis avec la fin, et c'est aussi pour ça que je suis content qu'il y ait une saison 2, parce que je trouve qu'il y a des shows, je trouve qu'il y a un peu des unfinished business, on va dire, à la fin, que j'aimerais qu'on voit régler, du coup, en saison 2, pour le coup. Mais la fin est peut-être un poil expédiée, c'est vrai que 7 épisodes, c'est pas beaucoup quand même pour cette série, et peut-être que 9 ou 10 épisodes auraient été bien mieux, je pense. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui vont peut-être un poil trop vite. Et de façon générale, c'est une série que je vous recommande chaudement. Si vous êtes fan de l'univers d'ici, si vous êtes intéressé par les histoires de monstres, par le style de James Gunn, et donc voilà. Et surtout, si vous aimez Suicide Squad, là vous êtes dans la parfaite suite spirituelle de Suicide Squad, donc je vous recommande Creature Commandos, et maintenant je vais spoiler. Ce que j'ai bien apprécié déjà dans le choix de l'équipe de James Gunn, c'est qu'il avait clairement... Parce que moi, ce que j'aime pas trop avec l'équipe des Creature Commandos dans les comics, c'est que on te met juste les grands mythes de la Hammer dans une équipe chez DC Comics, en fait. C'est en gros, tu fais une équipe avec l'homme invisible, avec Frankenstein, avec la momie, avec le Dracula. Moi, j'avoue, j'en ai un peu rien à faire de ça, de voir des personnages, des personnages qui appartiennent à un autre univers, entre guillemets, popper dans l'univers d'ici, ça c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et donc j'ai bien aimé le fait que James Gunn, du coup, refasse l'équipe à sa sauce, du coup, parce que même Frankenstein, qui est dans la série, ne fait jamais partie de l'équipe, par exemple. Donc j'ai trouvé ça assez marrant d'ailleurs. Et du coup, il te met des personnages qui sont un peu plus différents d'habitude. Il te met la fiancée de Frankenstein, qui je crois n'a jamais fait partie de l'équipe dans les comics, très très peu de fois. Dans les comics, elle a surtout fait partie de l'équipe Shade, qui est un peu un équivalent quand même des Creatures Commandos, mais certes. Il y a aussi le Dr Phosphorus, qui s'est dit, tiens, moi pour cette saison 1, j'ai pas envie de mettre de vampires, j'ai pas envie de mettre de momies, j'ai pas envie de mettre des clichés un peu de films de vampires et de monstres. Donc au lieu de mettre un loup-garou, je vais mettre Weasel, comme ça c'est drôle et ça change. Moi j'ai bien envie de mettre un squelette, donc je vais mettre le Dr Phosphorus, qui est un méchant qu'il aime beaucoup. Dr Phosphorus qui a très très brièvement fait partie de l'équipe, mais de façon très très bref. Et puis tu rajoutes des personnages qui sont pas trop dans ce délire-là, comme Jai Robot, qui est un robot en fait. On va le mettre dans l'équipe, etc. On va mettre Nina, qui est un personnage amphibien, qui peut aussi appartenir à l'équipe. Donc au lieu d'obéir aux clichés de base des comics avec cette équipe de monstres un peu cliché, du coup il a choisi de faire le truc à sa sauce et de proposer un groupe de personnages un peu plus variés, un peu plus intéressants je trouve, et ça marche plutôt bien. Parce qu'à la base les Creatures Commandos normalement c'est des militaires en Seconde Guerre mondiale qui ont été modifiés génétiquement. Du coup t'as un soldat qui est devenu Frankenstein, t'as un soldat qui est devenu un loup-garou, t'as un soldat qui est devenu un vampire, qui ont été d'ailleurs créés par le docteur Mazurski d'ailleurs, donc on va en reparler de ça, pour du coup créer la première génération de Creatures Commandos. Et après, ensuite dans les comics, les Creatures Commandos c'est plus ou moins devenu une Suicide Squad bis en fait, un peu comme dans cette série. C'est quoi? C'est la Task Force M au lieu d'être la Task Force X. Et donc c'est une équipe de monstres qui sont envoyés vers diverses missions pour du coup aider les États-Unis, on va dire. Et donc on retrouve un peu cette base là du coup avec l'équipe du coup du DCU. J'aime beaucoup ce qu'a pu nous écrire James Gunn sur divers aspects, c'est que le Frankenstein de David Harbour, il était incroyable ce personnage, il était fou, hein. En vrai, si seulement tous les personnages de son film Suicide Squad étaient comme ça, des personnages auxquels on arrive à trouver une once d'attache, un peu d'humanité, d'humour, quelque chose qui fait qu'on peut apprécier le personnage, tout en sachant que c'est un giga connard impardonnable qui n'a absolument pas le droit à la rédemption. Et Frankenstein, c'est ça, quoi, c'est que moi j'avais peur de juste me taper le monstre de Frankenstein. Et au final, on se tape une version de Frankenstein qui est très très particulière, on se tape un personnage qui est très très détestable, et j'ai beaucoup aimé cette version qui est folle amoureuse de sa fiancée, de Bride, et du coup pendant toute la série, en fait, c'est ça qui marche bien avec le Frankenstein, c'est que c'est un personnage qui ne voit pas l'intériorité des gens. Je trouve que ça va bien avec le fait que Frankenstein est un personnage qui a été créé par Eric Frankenstein, et que donc pour le coup on est sur un monstre littéral qui n'a pas d'humanité parce qu'il connaît pas l'humanité peut-être. Peut-être que même à l'intérieur de lui, il n'y a rien de foncièrement humain, parce que c'est pas un humain, en fait. C'est un personnage qui a été créé par le biais de divers morceaux de cadavres humains, quoi. Et donc c'est un personnage qui n'est intéressé que par la beauté extérieure, en fait. Et donc c'est ça qui est intéressant avec lui, c'est que du coup, il se fait chier, en gros il s'emmerde, en fait. Il veut avoir une femme, il veut avoir la plus belle femme du monde, son créateur lui crée une femme,
Et dès que la femme naît, bah, elle a peur de lui, elle le déteste, elle est pas de son genre, on va dire. Lui, il fait pas attention à ça. Lui, tout ce qu'il veut, c'est elle. Peu importe ce qu'elle pense, peu importe son libre arbitre, il veut la fiancée pour lui. Il en a rien à foutre que la fiancée ne l'aime pas, lui, il s'en fout. La fiancée a été créée pour lui, donc c'est lui qui l'aura. Donc c'est ça qui rend le personnage très détestable. C'est un personnage qui, durant 300 ans, du coup, et t'avais un montage qui était très très drôle d'ailleurs, où tu les voyais s'affronter dans toutes les générations. Et d'ailleurs, t'avais un caméo de Sammy de Scooby-Doo dans la période hippie d'ailleurs, c'était assez drôle, en sachant que James Gunn a écrit les deux premiers films live-action de Scooby-Doo. Il y a ce côté-là où c'est un personnage qui ne voit que la beauté extérieure, et donc il aime la fiancée juste parce qu'elle est belle et parce que son créateur l'a créée de façon à ce qu'elle soit jolie et attirante pour lui en fait, et il ne voit que ça. Sinon, foncièrement, il ne connaît pas du tout le personnage d'un point de vue intérieur en fait, il ne connaît pas l'humanité de la fiancée, il connaît rien de ça. J'ai beaucoup aimé cet arc-là où du coup la fiancée, et c'est là que ça devient presque creepy, c'est que la fiancée tombe amoureuse de son créateur, de son père, de Eric Frankenstein, de Victor Frankenstein, et écoute à Frankenstein qui est super jaloux et qui tue son propre créateur. Donc c'est dire à quel point le mec, c'est le jaloux ultime, quoi. C'est le mec, si quelqu'un touche à sa fiancée, il va te buter, quoi. C'est exactement ce qu'il essaye de faire à Rick Flag. Il suffit qu'il voit au loin que Rick Flag regarde avec des jolis yeux et avec un petit sourire la fiancée, et il croit que Rick Flag est le nouveau mec de la fiancée, et donc il va partir pour essayer de le tuer, alors qu'en fait non. Donc c'est dire à quel point le personnage il est super susceptible, quoi. Et donc il y avait tout ce truc-là qui marchait bien, c'est que le mec il bute son créateur, et à partir de là il a tué le père et l'amant de la fiancée jamais ne le pardonnera, et il y a cet arc là que j'ai trouvé très très cool, où il est hébergé par cette vieille dame aveugle, qui justement comme elle est aveugle, elle ne voit pas la beauté extérieure, et elle vit tout de l'intérieur, et Frankenstein ne comprend pas comment elle vit comme ça. Et pour lui Frankenstein, la beauté n'est que extérieure, et que si jamais un jour il était aveugle, il se suiciderait. C'est pour ça qu'il y a plein d'épisodes où justement on voit qu'il est très sensible aux yeux, qu'il veut pas qu'on lui tire sur les yeux, parce que ses yeux, c'est sa plus grosse qualité en fait. C'est que sans ses yeux, il voit pas la beauté, et s'il voit pas la beauté, il a plus aucune raison de vivre. Donc c'est un personnage qui n'est intéressé que par la plasticité des choses. Sinon, en dehors de ça, c'est un monstre pur, c'est un vrai monstre, et donc, évidemment, c'est très déchiant quand ce bâtard choisit de quitter cette femme, cette vieille dame aveugle avec qui il a vécu une belle vie avec elle, et il la tue, et au lieu de la laisser seule, il la tue parce qu'il veut pas la laisser seule. Il veut pas la laisser seule dans sa dépression, on va dire. Donc c'est sa manière pour lui de la libérer, entre guillemets, donc lui il a une manière très monstrueuse de libérer les gens. Donc c'est un personnage qui est vraiment détestable dans ce côté-là, mais je sais pas si ce personnage aura le droit à la rédemption, pour le coup. C'est que du coup, pendant toute la série, on te fait le build-up de lui qui essaie de retrouver sa fiancée, et puis dans le final, il retrouve enfin sa fiancée, et sa fiancée le désigne très vite. Du coup, j'étais un petit peu déçu quand même de la finalité de Frankenstein. C'est que je m'attendrais vraiment à ce qu'il y ait une confrontation assez cool, assez forte, assez intéressante. Et au final, non. Au final, il se fait battre direct par la fiancée, il se fait flinguer. Et puis en scène post-générique, on voit que la boucle se répète et qu'il se retrouve de nouveau avec une vieille dame qui l'accueille. Donc c'est ça, c'est un personnage qui pourrait avoir l'humanité, quoi. On sent que c'est un personnage qui peut être attendrissant envers des vieilles dames, envers des chiens, envers des gens comme ça. Mais son obsession envers la fiancée, son obsession pour la beauté de la fiancée fait que jamais le personnage ne trouvera de rédemption parce qu'il est obsédé par une chose, et c'est quelque chose qui le corrompt totalement, quoi. Donc c'est ça que je trouve intéressant, et du coup j'aime bien les séquences où il massacre des gens sans aucune raison, parce que juste on lui dit un truc de travers et il bute des gens, quoi. Et donc c'est un personnage qui est super susceptible et super détestable, et j'ai bien aimé à quel point le personnage dégageait de la peur envers toutes les personnes qu'il prenait en otage, même les taxis qui le conduisaient, tout le monde se chiait dessus quand il le voyait, quoi. Donc pour le coup, et puis j'aimais bien l'humour du personnage, parce que comme c'est un personnage qui a été créé au 19e siècle, c'est un personnage qui a un humour et un phrasé qui est assez différent des autres personnages de la série, et il y a quelques vannes que j'ai bien aimées sur le perso, notamment quand il parle des films, quand il parle de Titanic, quand il parle de films super connus, qui ont fait le milliard, et qu'il dit que très peu de personnes ont vu ces films-là, parce que lui, comme lui, il est vivant depuis 300 ans, à l'échelle de vie des gens qu'il a connus en 300 ans d'existence, pour lui, très peu de personnes ont vu Titanic. Du coup, il y a des vannes comme ça que j'ai trouvé assez drôles avec Frankenstein. Et donc je me demande vraiment qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce personnage-là, parce que David Harbour était très bon dans le rôle. Je ne doute pas qu'il apparaîtra en live action un jour. Et donc la porte est encore ouverte pour lui en saison 2, mais personnellement j'aurais bien aimé, je pense que j'aurais trouvé ça intéressant justement de l'intégrer dans l'équipe à la fin. Moi je pensais qu'il allait intégrer l'équipe à la fin, vu qu'ils ont fait toute la promo en nous faisant croire qu'il faisait partie de l'équipe, et au final non, il fait pas du tout partie de l'équipe, et même à la fin de la saison 2, il ne fait pas partie de l'équipe. Donc personnellement j'espère qu'ils vont quand même trouver quelque chose de neuf à faire avec lui, parce que si on va devoir se retaper Frankenstein qui va chercher sa fiancée, et encore se faire balayer par elle...
Je trouve que ça va beaucoup se répéter. Moi, j'aurais quand même bien aimé, honnêtement, qu'il ait rejoint l'équipe à la fin. Comme ça, la fiancée serait obligée de bosser avec lui. Et comme ça, on aurait pu peut-être avoir une dynamique assez intéressante et assez comique et assez drôle en saison 2. Entre lui qui la veut absolument et elle qui la rejette tout le temps, du coup. Donc voilà. Mais en tout cas, je trouve que c'est un personnage qui est assez ambigu, assez complexe. Et que j'ai bien apprécié dans cette complexité, comme le Dr Phosphorus en fait, le Dr Phosphorus qui a aussi donné un épisode que j'ai beaucoup aimé du coup, qui est bien sûr du coup un ennemi de Batman, ce qui fait qu'on a notre première apparition du Batman du DCU du coup dans l'épisode centré sur lui, et c'est quelque chose que j'ai bien aimé justement parce que du coup comme ils n'ont pas encore designé leur Batman et comme le film Batman n'est pas encore prêt, du coup on le voit juste en silhouette, donc il a pas encore du design encore, ce qui est assez drôle. J'aime beaucoup le jeu d'Alan Tudyk qui est très charismatique, qui a vraiment cette voix de personnage un peu connard, un peu perfide, tu vois, qui n'hésiterait pas à être sadique, à être un giga FDP, et ça marche bien parce que j'aime bien cette idée du personnage qui a un squelette, à chaque fois que les gens le voient, les gens pensent qu'il sourit alors qu'il sourit pas, c'est juste parce que c'est un squelette et du coup on a l'impression qu'il sourit. C'est un personnage qui a sombré dans son côté obscur en fait. C'est que sa backstory est très très triste. J'aime bien le fait qu'ils aient un peu réinventé ses origines. Parce que dans les comics, ce Dr Phosphorus, c'est un peu le cliché de l'origine du super vilain quoi. C'est le mec qui est tombé au mauvais endroit, au mauvais moment. Là il y a une explosion qui le touche et il devient le Dr Phosphorus quoi. Et il veut se venger de la société parce que maintenant il est devenu un monstre en fait. Donc c'est un peu le cliché de l'origine story de méchant qui devient méchant en fait. C'est un accident quoi. Et là ils ont un peu changé ça, ils ont fait de lui un mari qui a un enfant, qui a une femme qu'il aime. Et justement il veut essayer de soigner le cancer, par rapport au fait que sa femme et lui aient perdu des parents du cancer, et donc il est extrêmement impliqué sur cette thématique là. Et donc justement tu as sa femme qui vient d'un pays étranger en guerre, et donc il y a tout ce côté un peu géopolitique qui semble toucher le personnage. Et du coup elle veut éviter que des criminels, que des dictateurs, que des pays en dictature et en guerre, du coup s'accaparent ses recherches pour soigner le cancer et s'en servent pour faire des armes. Et c'est donc ce côté humanitaire qui fait que du coup t'as Rupert Thorne qui massacre sa famille en fait. C'est que Rupert Thorne, lui il veut vendre ces recherches là aux plus riches, aux plus offrants. Et sa femme était contre ça, et du coup il fait exécuter sa femme et son fils à Phosphorus. Et donc du coup c'est l'occasion d'introduire le personnage de Rupert Thorne, qui est aussi un personnage assez connu de l'univers de Batman. Un petit peu déçu qu'ils aient tué Rupert Thorne, dans le sens où l'acteur qui fait sa voix physiquement ressemblait pas mal à Rupert Thorne physiquement déjà. Et parce que moi je pensais qu'ils allaient le garder en vie parce que comme Matt Reeves lui utilise les Falcons et les Maroni dans son univers, dans l'univers de Batman. Je pensais que dans l'univers du DCU, le mafieux qu'on aurait peut-être dans l'univers de Gotham du DCU, ça aurait été Rupert Thorne, parce que les Falcons et les Maroni sont déjà pris dans l'univers de Batman. Mais en fait non, Phosphorus le bute très rapidement au final. Et donc c'est un personnage qu'on comprend instantanément parce que le mec a essayé de sauver des vies en s'alliant aux mauvaises personnes, et en faisant ça, il a perdu sa famille, sa femme, son gosse, et en plus il se fait torturer, il se fait faire porter le chapeau pour le meurtre de sa famille, et il se fait ensuite brûler vivant dans sa machine nucléaire. Du coup c'est un personnage qui est complètement détruit en fait, il a vécu peut-être la pire journée au monde en fait. Le mec passe complètement du côté obscur en fait, c'est que le mec il a tout perdu, il a plus rien, plus aucune attache. Et donc à la fin, quand il vient tuer Rupert Thorne, en plus de tuer Rupert Thorne, il tue sa femme, il tue sa famille, il tue ses enfants. Ce qui fait que même si lui, il a aussi perdu sa femme et ses enfants, ce personnage-là n'a aucune excuse, parce que même lui, maintenant, devient comme Rupert Thorne, en fait. Lui aussi, il tue des femmes et des enfants, quoi. C'est un personnage qui voit... Sa vision, en fait, c'est œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as volé un truc, je te vole un truc, quoi. Donc c'est ce qu'il fait en tuant Rupert Thorne et en tuant du coup sa famille avec. Et donc ça partirait que le personnage devient impardonnable et qu'ensuite il prend carrément le business de Rupert Thorne. Et à défaut d'être un personnage dépressif qui a tout perdu, va essayer de prendre du plaisir dans son côté obscur, en devenant le nouveau gangster de Gotham, en devenant riche, en prenant tout l'argent des organisations criminelles, jusqu'à qu'il se fasse arrêter par Batman. Donc j'ai bien aimé cette origin story de l'homme qui a tout perdu et qui pour essayer entre guillemets de retrouver le bonheur, en tout cas récupère la fortune du mec qui lui a tout pris et devient un criminel à son tour, et devient comme l'homme qui l'a tué en fait, il devient un criminel aussi horrible que lui en fait, un giga connard. Et donc c'est ça que j'ai trouvé très intéressant sur ses origines, et j'ai bien aimé la petite ref sur Batman de Schumacher d'ailleurs, où ses hommes de main sont maquillés en forme de squelette, ils ressemblent beaucoup aux gangs un peu fluorescents maquillés en forme de squelette des films Batman et Robin.
Robin et Batman Forever de Joel Schumacher, ça c'est une petite rêve que j'ai bien aimé du coup. Et donc on voit quand même que le personnage a un peu d'humanité quand il joue avec la gamine au Pokélistan et quand il épargne la famille, mais dès qu'il doit passer à l'action, c'est un personnage qui est un giga connard quoi. Il y a tout le passage où il démonte Circe et de façon gratuite il crame le visage de Circe parce que juste ça le fait kiffer en fait, où t'as un mec qui se supplie de ne pas être tué et lui il s'en bat les couilles, il lui écrase avec le pied, parce que du coup c'est un personnage qui brûle tout ce qui touche, ça donne des morts assez gore et assez graphiques. Donc c'est là qu'on voit à quel point le personnage est très sadique et de façon visuelle, c'est assez intéressant de voir à quel point là on a un vrai méchant quoi. Et puis pour le coup, et d'ailleurs on voit ça dès le début, parce que dès le premier épisode, il essaye de voler la télécommande de Flag et il affronte Flag. Donc dès le début c'est un méchant quoi. Dès le début il essaye de s'évader de sa condition et il veut juste rentrer à Gotham et rétablir son empire criminel quoi. Donc pour le coup c'est un méchant que j'ai beaucoup aimé parce que c'est un méchant dont on comprend d'où il vient, mais à la fois c'est un vrai méchant quoi. C'est un méchant qui est impardonnable pour ses actions et qui mériterait d'être puni pour ses actes quoi. Même si, en termes d'humour et de charisme, c'est un personnage qui est appréciable à voir quand même. Il y a la fiancée de Frankenstein, mais ça rejoint ce que j'ai déjà dit sur Frankenstein, quoi. C'est un personnage très très particulier parce que c'est un personnage qui a été créé à partir de morceaux d'êtres vivants comme Frankenstein, et selon du coup les désirs physiques de Eric Frankenstein, du monstre de Frankenstein, dès le moment où elle naît en fait, elle est consciente. En fait, elle est consciente, elle est intelligente, elle sait ce qu'elle est. Donc la première chose dès qu'elle naît, elle voit Frankenstein en fait, et donc elle est traumatisée à vie quoi. C'est un peu comme Adam Warlock dans Les Gardiens 3, c'est un peu un grand bébé au début de la série, la fiancée dans les flashbacks. C'est un grand bébé qui dès qu'elle est née en fait, elle est devenue consciente et du coup elle se rappelle de tout ce qu'elle a vécu de sa naissance à son état actuel en fait. Ça nous crée une relation qui est très très bizarre et très très creepy en fait. C'est que tu as Victor Frankenstein qui l'a créé pour Frankenstein à la base, pour le monstre à la base, et au final c'est lui qui tombe amoureux d'elle alors qu'il est techniquement son père. Et donc ça part d'une relation d'amant/père qui est super bizarre et qui montre à quel point à quel point personne dans cette série est normal en fait. Et donc il y a toute cette relation qui est très très bizarre et qui mène du coup à la mort du créateur tué par la création du coup, qui fait que depuis la mort du coup de son père /amant, la fiancée n'a jamais retrouvé l'amour et ne veut pas retrouver l'amour parce que du coup la seule amour qui lui court après c'est le monstre de Frankenstein qui lui a tout pris. C'est pour ça que j'ai bien aimé l'idée que le château du coup était aussi au Pokélistan, comme ça le personnage pouvait revenir à ses origines. Et du coup elle trouve une amulette qui était l'amulette que du coup Victor Frankenstein lui avait donnée. Et moi j'avais peur qu'il nous fasse un cliché où l'amulette avait des pouvoirs. Alors en fait non, c'est juste une amulette, c'est juste un cadeau quoi, c'est juste un truc joli. Et c'est le premier exemple un peu de beauté qu'elle a vu une fois qu'elle était née en fait. J'avais peur que ce soit un MacGuffin qui servirait pour plus tard et que c'est un truc qui a un pouvoir, mais en fait non, c'est juste un exemple d'humanité qu'avait ressenti la fiancée à l'époque. Et donc c'est un peu ça, c'est un personnage qui est en retenue constant en fait, c'est un personnage qui se cache derrière un langage très cru, derrière sa badassitude, elle essaye de cacher toute sensibilité, mais à la fois on voit quand même que c'est un personnage qui est humain quand même, puisqu'il a toute cette séquence où avec Nina du coup il se retrouve dans cette espèce de bar de striptease avec des concubines etc, et justement t'as une des filles qui se fait tabasser par un client, qui est un méta-humain d'ailleurs. Et du coup, la fiancée qui voit cette fille se faire harceler, se faire violenter, du coup, par cet homme-là, s'identifie à elle par rapport à ce que elle a vécu par rapport à Frankenstein, et du coup choisit d'agir et de tuer cet homme-là. Donc en vrai, c'est un personnage qui, au fond d'elle, ne supporte pas les harceleurs et déteste les harceleurs à cause de ce qu'elle a vécu avec Frankenstein. Et donc on ressent ça par rapport à ce mini arc-là qu'elle avait dans cet environnement rempli de femmes qui sont obligées de fréquenter des hommes pour gagner leur pain, on va dire. Et donc elle s'identifie un peu à ces femmes-là. Et à la fois elle s'attache aussi beaucoup au personnage de Nina, parce que Nina c'est le seul personnage de l'équipe qui a encore un semblant d'humanité, un semblant de cœur et un semblant de gentillesse en fait. Et du coup elle s'attache un peu à elle en tant qu'amie. Pendant toute la série elle assume pas qu'elle la considère comme une amie jusqu'à la fin, ou à la fin elle assume que c'était sa seule amie en fait, au point où elle devient carrément la leader des créatures commandos quand Rick Flag se barre. Du coup j'ai plutôt bien aimé du coup l'idée qu'elle devienne la leader et que du coup à la fin c'est probablement elle qui sera l'héroïne principale du coup de la saison 2 et celle qui mènera l'équipe du coup. Donc c'est un personnage qui fonctionne bien parce qu'elle a un bon caractère arc, notamment avec la mort de Nina à la fin de la saison, du coup où Nina était un peu la seule once d'humanité qu'elle avait en elle, c'était sa seule amie, et une fois que la princesse a tué sa seule amie, elle assume complètement son identité un peu de monstre, et elle choisit de tuer la princesse et de complètement assumer que oui, elle ressentait quelque chose pour elle, et maintenant elle l'a perdu, et maintenant elle va juste se venger sur le monde en fait. Donc c'est un personnage qui marchait plutôt bien dans ce côté
femme badass, en fait c'est un petit peu comme Gamora par exemple, c'est un petit peu ce profil de personnage, vraiment ce profil de femme badass qui cache un peu sa fragilité psychologique à l'intérieur de sa badassitude et de sa dureté en fait. C'est pas mon personnage préféré non plus, mais c'est un personnage qui est plutôt bien développé, notamment dans l'arc global de la série jusqu'à la conclusion notamment. Le seul truc qu'ils ont enlevé des comics, c'est le fait que normalement dans les comics elle a 4 bras, mais par rapport à l'animation ils ont préféré simplifier les choses et du coup elle n'a que 2 bras normaux du coup dans cette série là. Et donc après ce personnage là, du coup pour faire la transition on a le personnage de Nina, qui est un personnage qui m'a beaucoup surpris dans la destinée on va dire, parce que Nina honnêtement moi c'était pas un personnage qui me m'attachait de ouf en vrai, parce que Nina c'est le personnage amphibien, mais durant toute la mission, il y a tellement rien de sous-marin qui se passe, il y a aucune mission sous-marine, aucune mission aquatique, ce qui fait que juste elle sert à rien dans l'équipe, elle est juste là, elle est derrière les gens, elle est juste présente, et du coup c'est un personnage qui sert un peu à rien en fait. Mais c'est à la fois ça qui la rend attachante, c'est qu'elle commet aucun crime, elle tue personne, c'est un personnage qui n'a aucune haine, aucun ressenti de vengeance, c'est juste un personnage qui parle avec les gens, c'est un peu le cœur de la saison, enfin, ça devient un personnage qui se rapproche de Jai Robot par exemple, en tant que robot, qui est très triste quand il décède. C'est un personnage qui se rapproche beaucoup de la fiancée de Frankenstein, dont du coup sa mort à elle, à Nina, va beaucoup l'impacter. Donc c'est un personnage qui est surtout là pour les relations entre personnages, qui est là pour un peu humaniser l'équipe, on va dire, jusqu'à qu'à la fin, la seule occasion, la seule chance qu'elle a potentiellement pour tuer quelqu'un, pour faire une mission qui va être utile pour l'équipe, faire une mission qui est habilitée pour elle, c'est-à-dire une mission aquatique, et donc c'est-à-dire tuer la princesse. Cette mission-là qui pourrait prouver qu'elle fait partie à part entière, qu'elle est une part à part entière de l'équipe, et que donc elle aussi au fond d'elle, c'est aussi une monstre. Au final, ça lui donne tort parce que elle se fait tuer par la princesse et donc elle meurt. Et en plus, ça se déroule dans l'épisode qui est centré sur sa backstory à elle, ce qui rend le tout d'autant plus dramatique parce que c'est un personnage qui n'a jamais eu une bonne vie en fait. Du coup, ils ont un peu réinventé le personnage. C'est que dans le comics, normalement dans le comics, le professeur Mazurski, son père, le professeur Mazurski, c'est lui dans les comics qui crée le programme Creature Commandos et qui transforme les patients en monstres en fait. Et dans le comics justement, il fait croire à Nina, à sa fille Nina, que du coup il la transforme en amphibien parce que justement elle était atteinte d'un problème des poumons. Exactement comme dans cette série-là, sauf que dans cette série-là, ils ont fait en sorte que ce soit réel, que ce soit vraiment ça sa backstory, alors que dans le comics, c'est juste un mensonge, alors qu'au final dans le comics, c'est juste une bébé amphibien qu'il a trouvé et qu'il a adopté. Le professeur Mazurski, c'est un peu un connard dans les comics, alors que dans la série, ils se sont servis de la backstory qu'il a racontée à Nina dans le comics pour en faire sa vraie backstory dans la série animée. Donc cette fille atteinte d'un handicap pour être sauvée est reconvertie en une espèce de créature amphibienne. Du coup, c'est un personnage qui représente beaucoup le problème des handicaps en fait, c'est que c'est un personnage qui naît avec un handicap, et directement t'as le père qui est un scientifique qui va tout faire pour la sauver, tout faire pour la rendre heureuse, et à côté t'as la mère qui se dit qu'on aurait dû la tuer à la naissance en fait, c'est qu'elle a un handicap et maintenant elle doit vivre avec ce handicap à tout jamais, et moi sa mère je peux pas vivre avec elle, pour elle c'est pas ma fille, c'est juste une créature quoi, je peux pas vivre avec ça quoi, ça va être trop chiant, et donc c'est là qu'on traite bien sûr de toute la thématique sur le handicap en fait, à la manière dont tous les gens perçoivent le handicap, la manière dont certains parents peuvent rejeter leur enfant handicapé. Et écoute, c'est ce qu'on a avec la mère de Nina qui la rejette, et non pas avec le père lui va tout faire pour essayer de la soigner, et donc la transforme du coup en créature amphibienne du coup, qui va tout faire pour que Nina soit le personnage le plus humain possible en fait. C'est que physiquement c'est peut-être le personnage le plus monstre, le plus Del Toro-esque de l'équipe certes, mais c'est probablement le personnage le plus éduqué, le plus cultivé. C'est que le docteur Mazurski lui a fait apprendre plein de choses, lui a fait parler 4 langues, lui a fait apprendre le Shakespeare, lui a fait faire aller à l'école, et justement c'est en allant à l'école que Nina n'a jamais trouvé sa place parmi les humains, où tous les humains ont commencé à la tabasser, à la provoquer. Et écoute, tout ce qui lui reste pour elle, c'est se planquer dans les égouts, c'est vivre dans les égouts et dans les ruisseaux toute sa vie à Star City. Star City qui est la ville de Green Arrow d'ailleurs, elle n'a jamais été acceptée par l'humanité, et maintenant qu'elle essaye de vivre en solitaire dans les égouts, elle se fait choper par les humains, et elle se fait emprisonner par les humains, et son père se fait tuer par les humains. Donc ce personnage-là, c'est vraiment une preuve de la non-acceptance et de la monstruosité apparente des humains qui est plus monstrueux que la monstruosité plastique, on va dire, de Nina entre guillemets. Et donc c'est ça qui rend le personnage très très triste quoi, c'est que c'est un personnage qui n'a jamais trouvé sa place, et au moment où elle est sur le point de trouver sa place dans l'équipe, elle se fait tuer et elle échoue à sa mission. Et moi j'ai été extrêmement surpris de la mort du personnage, parce que pour moi c'est typiquement la catégorie de personnage que James Gunn ne tue jamais en fait. Parce que Nina, comme j'ai dit, Nina c'est un peu l'équivalent de Mantis qui dans Les Gardiens est ce personnage qui est très innocente, qui n'a rien commis de mal, qui est très humaine et qui est très empathique envers les gens.
Et bah du coup c'est un personnage que James Gunn n'a jamais tué dans ses films. Et c'est pareil pour le personnage de Ratcatcher dans Suicide Squad, c'est pareil, c'est une fille qui est innocente, qui veut juste avoir des amis, qui veut juste être gentille avec tout le monde. Et donc c'est un personnage qui du coup survit à la fin parce que c'est un personnage qui est bon, qui a de la bonté au fond d'elle. Alors que Nina, c'est exactement la même chose, sauf que Nina, elle, n'a pas le luxe de survivre à la fin de la série, c'est que Nina, elle meurt. Et moi, ça m'a beaucoup surpris qu'il tue ce personnage-là, parce que c'est pour moi typiquement le type de personnage qu'il épargnerait d'habitude. Mais je comprends pourquoi il l'a tué. À la fois, moi, je respecte beaucoup le fait qu'il prenne ce risque-là de tuer un personnage qui est si gentil, si apprécié, de façon presque gratuite. Mais à la fois ça crée l'enjeu, à la fois ça crée une fin qui est presque doux amère, et à la fin c'est une mort qui est nécessaire du coup au développement du personnage de la fiancée, et qui crée du coup une histoire extrêmement dramatique, qui est l'histoire du personnage de Nina, du coup, un personnage dont on se rappellera comme une figure très très tragique du coup dans l'histoire de cette série-là. Et pour moi c'est aussi une mort logique, parce que c'est un peu le personnage humain qui n'avait peut-être jamais trop sa place dans l'équipe justement, quoi. C'est que tu as Rick Flag qui est l'humain qui quitte l'équipe à un moment donné dans la série, et ensuite tu as elle qui meurt, elle qui était le seul personnage qui était humain, qui essayait de parler, qui essayait d'être la voix de la raison. Et une fois qu'elle meurt, il ne reste que des monstres en fait. C'est que c'était le seul personnage entre guillemets monstrueux physiquement qui apportait de l'humanité à l'équipe. Et à la fin, avec sa mort, en fait, au final, il ne reste plus que des monstres dans l'équipe. Et à la fin, du coup, on a plus ou moins droit à la véritable équipe des créatures commandos, quoi. À des monstres qui sont prêts à effectuer toutes les missions possibles pour réduire leur peine. Et du coup, ils sont prêts à tuer n'importe qui pour du coup effectuer ces missions-là, dont la fiancée de Frankenstein qui tue la princesse à la fin de la saison. Et donc je pense que c'est cela la signification de la mort de Nina, c'est vraiment le fait de tuer la dernière once d'humanité qui est restée à l'équipe, afin qu'à la fin de la série, il ne reste que des monstres en fait. Donc c'est un peu ça, pour moi c'était un peu ça la symbolisme, le symbole que James Gunn voulait apporter à ça. Et c'est quelque chose effectivement qui marchait très très bien, je trouvais. Donc prenez sa mort comme vous voulez, mais en tout cas j'ai bien aimé la prise de risque entre guillemets. Et donc on a aussi le personnage du coup de Jai Robot, qui est aussi un personnage qui décède entre guillemets. Et j'ai bien aimé ce personnage là parce qu'évidemment il y a ce côté très très comique du personnage qui veut toujours buter des nazis, et tout ce qu'il veut c'est buter des nazis. Et alors que c'est un robot qui n'est doté d'aucune émotion, tu as Nina quand même qui s'attache à lui, qui essaie de lui donner au moins de l'essence à boire pendant que tout le monde mange par exemple. Et c'est un personnage qui est très fonctionnel, mais j'ai beaucoup aimé sa backstory, l'épisode sur ses origines, parce que du coup c'est un épisode qui nous permet un peu de découvrir le nouvel univers d'ici de James Gunn à travers les âges en fait. Et en plus ce que j'aime bien c'est que son origin story en plus nous permet en plus de créer le pont entre certains projets qui sont en préparation dans le DCU, notamment un film live action qui a été annoncé sur le Sergent Rock, qui sera réalisé par Luca Guadagnino, et normalement le Sergent Rock devrait être interprété par Daniel Craig dans cette série-là. On voit justement dans cet épisode-là que le Jai Robot a combattu durant la Seconde Guerre mondiale aux côtés du Sergent Rock et de la Easy Company qui était l'escouade militaire du Sergent Rock. Du coup dans cette série on a la première apparition du Sergent Rock qui aura le droit à son film solo en live action quelques années du coup. Donc j'ai bien aimé le fait que ça fasse le pont avec ça, et en plus ça fait aussi le pont avec les Metal Men, parce qu'ensuite on voit que Jai Robot a été étudié par le Dr Magnus, le Dr William Magnus, et le Dr William Magnus dans les comics, c'est le personnage qui crée l'équipe robotique des Metal Men, cette super équipe de robots qui font équipe pour affronter le mal en fait, et les Metal Men c'est typiquement une équipe de super-héros que je vois totalement James Gunn adaptée. Donc là, je pense qu'il a un peu profité de cette série-là pour introduire Magnus, pour set-up le fait que limite en fait Jai Robot en fait c'est la première intelligence artificielle de l'histoire du DC en fait. C'est que tout part de lui, c'est que peut-être tous les robots que l'on verra dans le DCU, ça part de Jai Robot en fait. C'est que clairement le setup qu'il nous a fait là, c'est que Jai Robot a inspiré William Magnus à faire les Metal Men, et que les données et que les algorithmes qu'il a retrouvés à l'intérieur de Jai Robot vont servir pour créer les Metal Men ensuite en fait. Donc moi j'aime beaucoup cette idée de la part de James Gunn, qui veut dire que Jai Robot c'est le robot original en fait. C'est le robot qui a donné naissance à tous les robots de l'univers d'ici. Donc je trouve ça plutôt cool, et personnellement je vois totalement un film ou une série animée ou je sais pas quoi, Metal Men arriver dans les prochaines années. C'est typiquement complètement un projet que je vois arriver sans aucune hésitation. Donc j'ai bien aimé ce petit cameo de Magnus. Et en tant que personnage, j'ai trouvé sa backstory très mélancolique, du coup, à Jai Robot. Dans le sens où c'est juste un robot qui n'est pas doté d'émotions entre guillemets, mais c'est quand même un robot qui est exploité en fait. Il est exploité pour la guerre, il est exploité pour la science, il est exploité pour les médias, vu qu'il passe à la télé dans les années 60, et ensuite à la fin il est exploité par la seule chose auquel il est programmé de tuer,
il est exploité par des nazis, quoi. Et donc moi j'ai bien aimé ce twist-là, où du coup il est accueilli par une famille, par une espèce de figure paternelle qui l'accueille comme un père, et on voit que c'est un être humain qui a l'air gentil, très très sympa, et ensuite il l'invite à une conférence, en fait c'est une conférence de néo-nazis. Du coup moi j'ai beaucoup aimé ce twist-là, parce que on était limite heureux pour Jai-Robot qui avait entre guillemets droit à une famille, et pour une fois dans sa vie, là, il avait plus de but, entre guillemets, là, il pouvait juste vivre entre guillemets en tant que robot, et là boum il se rend compte qu'en fait il se rend compte que c'est des nazis, du coup il les massacre tous et il finit emprisonné du coup. Donc j'ai bien aimé ce côté très mélancolique de suivre un robot qui n'a aucune expression faciale, aucune réaction, rien du tout, juste sa présence, et on le voit au fil des décennies se faire exploiter par tout le monde. Donc moi j'ai beaucoup aimé cette idée là. Et du coup ça me fait penser, mais ça veut dire que si on a le droit à un projet Metal Man, ça veut dire que ce projet-là se déroulera dans les années 60-70 du coup. Parce que du coup le flashback sur le Dr Magnus se déroule dans les années 60, ce qui me dérange pas parce que l'univers des Metal Men fait très années 60 justement. Donc bon, les Metal Men, on peut potentiellement voir les Metal Men dans le présent parce que c'est des robots et ils vieillissent pas. Mais du coup le Dr William Magnus du coup provient des années 60. Donc comme je vous l'ai dit, on est sur un univers d'ici établi, où t'as pas tous les super-héros qui vont débarquer dès que Superman arrive. On est dans un monde où dès les années 60, il y a déjà des héros qui existent, quoi. Donc il y a ça qui marche bien. Et donc ensuite le personnage meurt en faisant ce qu'il aime le plus faire, c'est-à-dire tuer des nazis, et puis j'aime bien le fait qu'on lui ait donné un petit rire sadique, pour montrer que ça reste quand même un giga sadique, Jai-Robot, mais ça montre aussi que les seules fois où il est heureux, c'est quand il tue des nazis. Donc j'ai bien aimé c'est un personnage qui fait très James Gunn dans ce délire-là, un personnage qui aime commettre des trucs extrêmement irrévérencieux, donc c'est quelque chose que je trouvais assez marrant. Du coup jusqu'à qu'il meure des mains de Circe du coup, et un peu déçu que absolument personne ne reparle de Jai-Robot une fois qu'il meurt dans l'épisode 3, donc j'étais un peu triste de ça. Il y a que Nina qui en avait un peu quelque chose à faire de lui du coup. Mais heureusement, entre guillemets, le personnage revient, parce que c'est logique, puisque dans les comics c'est un peu pareil. Dans les comics, il a aussi fait partie des créatures commandos. Mais dans les comics, Jai-Robot, il y en a plein des Jai-Robot. Il y a plein de variantes. Il y a Jai-Robot 1, il y a Jai-Robot 2, il y a Jai-Robot 3. Et d'ailleurs, celui-là est la deuxième version, il y a un numéro 2 sur son casque. Donc on sait que même cette version-là n'est pas la première version en plus de Jai-Robot. Donc bien sûr, à la fin de la saison, on voit qu'il y a une nouvelle version de Jai-Robot qui nous est introduite, une version beaucoup plus moderne, beaucoup plus costaud, beaucoup plus Iron Man-esque, on va dire. Donc justement, Jai-Robot a déjà eu des formes comme ça dans les comics aussi. Donc j'ai bien aimé ce délire-là. Seule petite déception, c'est que j'ai vu en interview que James Gunn a plus ou moins dit que c'était la même version de Jai-Robot que celle que l'on a suivie dans la série. Moi, je préférerais plus qu'il nous fasse un truc à la Groot. C'est que quand Groot meurt dans Les Gardiens 1, t'as un deuxième Groot qui naît après, mais ce deuxième Groot n'a pas la mémoire du premier. Ce qui veut dire que le premier Groot est quand même mort de façon définitive. Ce qui fait que sa mort a quand même un impact. Donc j'espère que c'est un peu pareil pour Jai-Robot, c'est que Jai-Robot dans Creature Commandos meurt, et à la fin de la série on voit un nouveau Jai-Robot, mais c'est un nouveau Jai-Robot qui n'a pas les souvenirs du précédent, quoi. Comme ça la mort du précédent Jai-Robot, garde son impact, parce que ce Jai-Robot là reste mort, entre guillemets, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Parce que personnellement je trouverais ça bizarre que le seul personnage qui meurt dans la série, entre guillemets, c'est Nina, quoi. Donc voilà. Donc pour moi cette version de Jai-Robot est quand même morte, et donc maintenant on aura droit à une nouvelle version du personnage pour la saison 2 avec un nouveau design, ce qui est plutôt cool. Et ensuite on a le personnage de Weasel, ce personnage qui était une vanne littéralement dans Suicide Squad, un personnage qu'il a réinventé d'ailleurs, parce qu'à la base Weasel dans les comics c'est plus ou moins un criminel qui se déguise en loutre, qui se déguise en espèce de loutre / loup-garou que affronte Firestorm. Donc c'est un méchant un peu nul dans les comics, pas loutre, fouine. Du coup, j'ai bien aimé l'idée qu'il ait fait un méta-humain littéralement mi-fouine, mi-humain, en fait. C'est vraiment une fouine humaine, en fait. C'est une espèce de fouine bipède, mais c'est un espèce de gros animal, quoi. c'est un animal un peu débile, avec des cris un peu drôles, avec un regard un peu... avec un côté un peu écœurant dans son design. Et justement, dans le film Suicide Squad, on n'arrêtait pas de nous dire qu'il avait tué 27 enfants, qu'il avait été emprisonné pour avoir tué 27 enfants. Et du coup, on a le droit à cette histoire-là dans l'épisode 4, où en fait on découvre que Weasel c'est juste un animal inoffensif en fait. Weasel à la base il voulait juste jouer avec ces enfants-là, faire jouer avec eux, s'amuser avec eux. C'était comme un gros chien en fait. C'était comme un gros chien, c'est juste qu'il y a les humains qui pensent qu'ils le voyaient comme une menace, et du coup les humains ont essayé de le buter. Et en le butant, ils ont fait exploser l'école où il y avait les enfants, et ça a buté quasiment tous les enfants, et en fait c'est les humains qui ont tué tous les enfants sans faire exprès. Et Weasel a donc été accusé d'avoir tué tous ses enfants, alors que lui il a juste essayé de les sauver depuis le début en fait. Tout ce qu'il voulait c'était jouer avec ses enfants, et au final en jouant avec ses enfants, il les a condamnés à mort sans le vouloir en fait. Et donc c'est un personnage qui est assez tragique parce que c'est juste un animal qui voulait jouer,
et juste pour avoir essayé de jouer avec des enfants, des enfants se sont fait massacrer, il a un giga PTSD, et il est emprisonné, quoi. Ça amène à la mini-arc qu'il a, au mini-arc qu'il a, où justement, comme il voit une giga ressemblance physique avec la petite enfant qu'il a essayé de sauver dans sa backstory, et le personnage de la princesse, dans le sens où les deux se ressemblent physiquement, du coup il devient très attaché à la princesse, parce que la princesse a beaucoup joué avec lui, elle a beaucoup fait jouer avec lui, du coup il devient attaché à elle, et donc à la fin il essaye de sauver la princesse. Et je suis déçu qu'on n'ait pas fait plus, quand même. J'ai bien aimé qu'on nous ait remis le fait que Weasel ne sait pas nager, comme dans Suicide Squad, ça c'était assez drôle. J'étais un peu déçu qu'on n'ait pas fait plus avec Weasel, j'aurais bien aimé que vraiment le fait qu'il essaye de sauver la princesse ait peut-être un impact encore plus fort. Personnellement, je pense qu'on aurait carrément pu tuer Weasel, tu vois, je pense qu'on aurait pu le tuer, par exemple. Dans le sens où c'est un personnage qui est en train de faire défaut à l'équipe, c'est un personnage qui est en train de faire en sorte que l'équipe est en train de faillir à sa mission, et donc à cause de Weasel, ils peuvent pas tuer la princesse, tuer Weasel, quoi. Parce que Weasel, à part pour la blague, maintenant qu'on a raconté ses origines, qu'est-ce que tu vas faire de Weasel en saison 2, quoi. Weasel, pour moi, on a tout fait, hein. Weasel, tu peux le tuer, pour moi, donc je sais pas vraiment ce qu'ils vont en faire en saison 2, mais personnellement, moi, je pense que je l'aurais tué en fin de saison. Vraiment pour créer encore plus la cacophonie, c'est que tu as la princesse qui débarque, t'as Nina qui se fait tuer par la princesse, t'as l'armée qui arrête les créatures commandos, t'as Weasel qui est en train d'attaquer Phosphorus. Et là, imagine, t'as Phosphorus qui tue Weasel, tu vois, ça aurait pu le faire. Donc je pense que Weasel aurait clairement pu mourir, et j'aurais bien aimé qu'il meure, parce que ça aurait fait une mort un peu triste, parce que justement, il a probablement la backstory la plus tragique de toutes les backstories de la série. Vraiment l'épisode sur ses origines est très très triste. Pour le coup, c'est très très déchirant, peut-être. Peut-être le truc le plus triste qu'ait écrit James Gunn, justement, vu que dans cet épisode-là, on voit des enfants mourir, quoi, donc c'est pas rien. Pas du tout rien, même. Et du coup, je pense qu'en vérité, on a un peu fait le tour avec le personnage. On l'a même confronté avec des vrais loups, quoi, donc c'est bon, il a fait jouer avec des loups, il a un peu affronté des méchants, voilà, quoi, pour moi, c'est tout. J'ai peur qu'il ait juste gardé le personnage en vie, juste parce que c'est son frère qui fait la voix à Sean Gunn, et c'est tout, quoi, donc on verra ce qu'il en fera en saison 2, mais je pense honnêtement qu'il aurait pu le tuer, parce que en dehors de sa backstory, Weasel, c'est pas un personnage très complexe, quoi, c'est un animal, quoi. Et un poil déçu quand même qu'on connaisse pas sa vraie origine, c'est qu'il vient d'où, en fait. C'est que, est-ce que c'était un humain avant, ou est-ce qu'il est né comme ça en tant qu'animal, on sait pas du tout d'où il vient, on connaît pas son vrai nom, donc je suis quand même un poil déçu qu'on connaisse pas les origines factuelles de Weasel, d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé le fait que son avocate soit le personnage de Elizabeth Bates, qui est une avocate extrêmement importante dans l'univers de DC Comics, parce que c'est un personnage qui a été créé dans les années 40, et c'est l'une des premières femmes fortes ayant droit à ses propres comics, qui a jamais été écrite en comics, et donc ça montre à quel point James Gunn a une très très grosse culture comics, pour le coup. Donc ça, c'était plutôt intéressant à observer. Et du coup, ensuite, on a le personnage de Rick Flag Senior, où ils ont un peu fait du personnage un simp, en fait. C'est un personnage qui est un peu faible, en fait. C'est un personnage qui est très droit dans ses potes, très américain. Et du coup, le mec est tellement influençable, manipulable, que tu as la princesse qui essaye de le draguer, en fait. Et à la base, c'est perturbant, parce que Rick Flag, il a 60 balais, genre, alors que la princesse en a même pas 30, en gros. Mais comme c'est la princesse qui fait le pas vers lui, et qu'en plus on découvre plus tard que c'était de la manipulation pour que la princesse puisse assouvir ses plans maléfiques. En fait, James Gunn a bien trouvé le détournement pour faire en sorte que cette relation, entre guillemets, ne fasse pas polémique, on va dire, parce que, évidemment, si c'était Rick Flag, 60 ans, qui commencera à draguer une meuf de 28 ans, ça aurait un peu fait gueuler, alors que là, comme c'est la meuf de 28 ans qui a essayé de draguer Rick Flag, et qu'en plus elle a fait ça pour faciliter ses plans de destruction du monde, bien sûr là ça fait beaucoup moins polémique, donc j'ai bien aimé le fait que James Gunn ait réussi à trouver le truc pour un peu décrédibiliser le personnage, et le rendre assez humain, en fait. C'est que c'est un personnage qui est assez brisé, c'est un personnage qui, oui, a peut-être besoin de compassion, a peut-être besoin d'amour, entre guillemets, dans un sens, parce qu'il a perdu son fils. Il a perdu son fils de façon très récente, et toute sa vie, entre guillemets, ça a été l'armée. Donc je trouve que c'est plutôt cohérent que ce soit lui qui soit manipulé par la princesse, et qui devient un personnage aussi faible de cœur, on va dire, entre guillemets. Donc ça rendait le personnage plutôt attachant, en ce côté-là, c'est que pendant toute la série, il essaye de sauver la princesse, il se voit un peu comme le héros, le prince charmant, entre guillemets, et à la fin, on découvre qu'en fait, il s'était fait berner depuis le début, quoi, donc
Donc ça rend le personnage assez sympa. Le seul truc peut-être qui me dérange par rapport à son arc, c'est que je trouve que le personnage est pas très intimidant, quoi. C'est pas un personnage qui est foncièrement badass, c'est pas un personnage qui est foncièrement terrifiant, intimidant, ou badass, ou charismatique. Bah, il y a le charisme naturel de Frank Grillo quand même, mais là, il avait vraiment un rôle de simp dans cette série. Donc quand il va falloir faire la confrontation entre lui et Peacemaker en saison 2, où là, il va vouloir tuer Peacemaker pour la mort de son fils, bah je ressens pas trop la menace du personnage, quoi. Donc ça, c'est peut-être mon petit reproche, mais c'est rien du tout, hein, c'est rien du tout. Mais sinon, j'étais un petit peu déçu qu'on n'ait pas vu sa réaction à la fin, justement, c'est il finit la série à l'hôpital, donc on le revoit, du coup après on le revoit quasiment plus. Donc j'aurais quand même bien aimé qu'il réagisse au fait qu'il ait appris que la princesse l'ait bien trahi, en fait. Ça aurait pu être sympa à voir, et sa relation avec Frankenstein était assez drôle, justement. Donc un bon personnage qu'on va beaucoup revoir par la suite. Puis du coup, pour moi, il y a l'un des plus gros défauts de la série, qui est donc la princesse, parce que du coup, on a cet univers du Pocolistan, avec un château super riche, super doré, super coloré. C'est que durant toute la série, on nous fait croire que la princesse, c'est un personnage extrêmement gentil, qu'il faut protéger, qui est adorable, etc., et qui est super attachante. Alors qu'au final, dès le début, on voit clairement dans la série que toutes les ruelles, tous les quartiers sont pauvres, et qu'il n'y a que le château qui est riche, en fait, et que la princesse ne fait absolument rien pour son peuple. Donc au final, on peut deviner qu'elle est méchante au final dans la série, et puis c'est Maria Bakalova qui joue le rôle, qui avait déjà joué le chien, la chienne Cosmo pour James Gunn dans les derniers Gardiens de Galaxy. Donc c'est une petite réunion d'acteurs-réalisateurs, du coup, qui joue très très bien le rôle d'ailleurs. Et donc j'ai bien aimé ce cliché un peu de la princesse Disney, parce que déjà le château ressemble beaucoup pour moi au château de Disney, dans la manière dont il est placé par rapport à la ville du Pocolistan. Et le fait qu'elle soit designée avec ses gros yeux bleus, comme une princesse Disney, en fait, c'est une giga princesse Disney. Et au final, il nous piège et on sent qu'il y a un truc qui cloche, au final, c'est une méchante. Et donc, autant le fait qu'elle soit la méchante, ça m'a pas dérangé, autant j'ai trouvé la fin de la série un petit peu expédiée sur le dernier épisode, c'est qu'à la fin de la série, du coup, elle tue Nina, et la fiancée devine qu'elle est méchante et la tue, du coup, tue la princesse. Et on a cette giga vision, auquel il faut parler d'ailleurs, cette giga vision du futur que Circe avait vue, où du coup on voit la princesse plus âgée en train de détruire le monde, en fait, en train de tuer ses habitants, en train d'assouvir les Maisons Blanches et en train d'empailler tous les héros d'ici. Cette séquence-là était plutôt cool parce que du coup on voit un peu les héros qui sont prévus d'apparaître en premier. C'est ça que j'ai trouvé marrant avec cette séquence de vision, c'est que du coup on voit le Superman de David Corenswet. Sweat. Du coup en plus lui pour le coup il est crucifié comme Jésus. Donc il y a l'imagerie un peu classique de Superman. Bon, les gens vont gueuler parce que quand Snyder le fait on dit rien, mais quand c'est James Gunn on le dit, par exemple. Mais voilà, du coup on voit le Superman de David Corenswet avec son costume du film Superman. On voit dans le fond le Batman du DCU, mais comme le Batman du DCU a pas de design, bah écoute, tout son design est caché par sa cape. On voit Wonder Woman au loin aussi, on voit Blue Beetle qui aura le droit à sa série télé, qui est canon du coup au DCU, on voit Booster Gold qui aura le droit à sa série télé, on voit Damian Wayne, le Robin, Damian Wayne au loin, qui normalement sera dans le film Batman Brave and the Bold. On voit du coup tous les personnages de Peacemaker, on voit le Vigilante, on voit Judo Master, on voit aussi Mister Terrific avec son costume du je sais pas, je crois qu'on voit Mister Terrific, je crois qu'on voit Guy Gardner et je crois qu'on voit Hawk Girl justement avec les costumes qu'ils auront dans le film Superman. Donc j'ai trouvé ça très marrant de voir cette séquence-là parce que tous les héros qui sont apparaissus, c'est les héros qui vont apparaître les plus tôt dans l'univers d'ici et qui du coup sont déjà designés, que donc on peut déjà montrer visuellement, quoi. Donc j'ai trouvé ça assez marrant de voir ces caméos-là, et puis ça nous permet de voir un peu l'avenir et un peu la vision que James Gunn a des héros d'ici, vu que selon le réalisateur de la série, l'un des personnages que l'on voit empaillé, en plus de Batman, en plus de Superman, en plus de Wonder Woman, c'est Flash, mais c'est le Flash de Wally West a priori, ce qui confirme encore une fois l'évidence qu'on s'est tous fait dans notre tête. C'est du coup James Gunn va très certainement adapter la Justice League de Bruce Timm le jour où il fera la Justice League, c'est-à-dire la Justice League avec Batman, Superman, Wonder Woman et le Green Lantern de John Stewart, qui sera le héros de la série Green Lantern, Hawk Girl, qu'on verra dans Superman, et donc Flash, mais pas Barry Allen, parce que Barry Allen, ça a beaucoup trop flop avec le film, mais la version de Wally West. Donc voilà, donc cette séquence-là nous confirme certaines rumeurs, certaines théories que les fans se faisaient. Donc oui, a priori, on devrait avoir cette Justice League-là à l'avenir. Et donc oui, il y a cette vision qui nous montre que la princesse veut détruire le monde. Pendant toute la série, elle manipule Rick Flag, et pendant toute la série, elle fait genre qu'elle est gentille alors que non.
Mais le truc, c'est qu'une fois qu'elle meurt, bah on sait pas pourquoi elle a été méchante, en fait. Pourquoi elle est méchante, la princesse? C'était quoi ses enjeux? C'était quoi ses motivations? Qu'est-ce qu'elle voulait, en fait? Donc moi, personnellement, ça m'a assez déçu, parce que c'est pas juste une méchante très très méchante, en fait. C'est une méchante qui est méchante pour le twist, en fait. C'est tout. Hein. C'est tout et rien de plus. Dans le sens où elle est méchante, elle meurt, fin de la série, en fait. Et j'aurais bien aimé en savoir plus, quoi. C'est pourquoi elle est méchante. Est-ce que c'est juste parce que c'est une gosse de riche qui trouve que son pays a toujours été éclipsé par les Américains et du coup elle veut anéantir les Américains? C'est quoi ses enjeux? C'est quoi ses motivations? C'est qui ce personnage, en fait? Donc c'est en ça que j'étais assez déçu du personnage, c'est que parce que on t'instaure une menace, mais on te justifie pas la menace, en fait. Et en plus de ça, il y a aussi le personnage de Clayface, qui est dans cette série, qui fait aussi le pont entre un autre projet du DCU, qui est prévu, qui sera un film live-action sur Clayface, écrit par Mike Flanagan. Et après, je pense que ça n'a pas été fait exprès, mais du coup, dans son scénario, James Gunn avait besoin d'un shapeshifter, donc d'un métamorphe. Du coup, il a pris le plus connu, il a pris Clayface. Donc on a Clayface dans la série, donc qui est là pour le twist aussi, qui a le droit à une petite scène d'action qui est assez sympa, avec d'ailleurs une petite référence à Batman Nightfall, où t'as Clayface qui brise le dos de Rick Flag, exactement comme Bane qui brise la colonne vertébrale de Batman dans le comics, du coup Nightfall. Et puis j'ai bien aimé la manière dont il est battu par Frankenstein, par l'électricité, où autant l'électricité, lui, ça le blesse, mais Frankenstein, lui, ça le chatouille, ça le fait plaisir, parce que Frankenstein est né par l'électricité. Donc il y a 2-3 petites idées que j'ai trouvées assez marrantes dans l'écriture de manière générale. Mais voilà, Clayface, à la fin, du coup, il est battu, et a priori, il est mort. En tout cas, on voit un Clayface en bouillie par terre, quoi. Donc, soit il est juste évanoui, soit il est juste paralysé pendant très longtemps, soit il est mort, quoi. Je me demande si ce Clayface-là est le même que le Clayface qu'on verra dans le film de Mike Flanagan, honnêtement. Donc on verra ce que ça donne, mais en tout cas, c'était une apparition sympatoche, mais vraiment sans plus pour Clayface, qui a vraiment été casé pour le scénario. Je pense que James Gunn aurait pu prendre un personnage un peu moins connu, comme Métamorphe, parce que dans l'univers d'ici, il y a quand même plein de Métamorphes. Je pense qu'il aurait pu en prendre un autre, et pas nécessairement Clayface, qui est quand même un gros personnage qu'on aimerait voir au cinéma, et on le verra au cinéma avec le film Clayface. Mais pour l'instant, je pense pas que c'est le même Clayface qu'on verra dans le film. Dans le sens où dans les comics, il y a plein de Clayface différents. Il y a par exemple, il y a Basil Carlo, il y a Matthew Hagen, il y a Peyton quelque chose, il y a Ethan Bennett, il y a plein de Clayface différents dans les comics. Donc ça peut être un autre Clayface parmi tant d'autres. Donc on verra ça par rapport au film. Mais il y a Clayface qui fait potentiellement le pont avec le fait qu'il aura un film, en tout cas. Et donc, autre déception que j'ai sur la série, c'est le personnage de Circé, parce que Circé, c'est la menace de la première moitié de la série, et Circé, dans les comics, c'est un personnage de taré, c'est genre top 3 des pires ennemis de Wonder Woman. C'est une sorcière / déesse qui est super puissante, qui est connue pour, bien sûr, l'Odyssée d'Ulysse, bien sûr, par rapport à la mythologie grecque / romaine, mais qui est l'une des ennemies les plus célèbres et les plus puissantes de l'univers de Wonder Woman. Et là, tu en fais un personnage faible, et moi, ça m'a un peu déçu, je l'avoue. Parce que, là, en fait, il suffit que la meuf, tant qu'elle lève pas... En fait, c'est un peu comme Thanos et son gant dans Infinity War. C'est s'il ferme pas son poing, son gant il marche pas, elle, c'est pareil. Si elle ouvre pas ses mains pour utiliser ses pouvoirs, en fait, c'est juste une humaine normale qui se fait démonter, en fait. Parce que, désolé, mais voir Circé se faire démonter, / torturer par Weasel et Phosphorus... Frère, Circé normalement elle se bat dans une cour plus élevée, quoi. Circé tu la mets à la hauteur d'ennemis comme peut-être pas comme Darkseid, mais pas loin, quoi. Circé c'est une putain de sorcière, c'est une putain de déesse. C'est un personnage qui est censé se frotter à Wonder Woman, quoi. Donc le fait qu'elle se fasse démonter par les créatures commandos, et qu'en plus elle finisse emprisonnée à Belle Rêve à la fin, bon. C'est pas ouf, quoi. Voilà, j'espère que quand on la verra, puisqu'on la verra clairement live action, parce qu'ils ont cassé Anya Chalotra qui a joué Yennefer dans la série télé The Witcher, et qui a très clairement le physique et le profil pour jouer Circé, vu que Circé c'est un peu un délire similaire à Yennefer. Donc c'est sûr qu'un jour on la mettra dans un projet en live action, j'espère qu'on la respectera beaucoup plus, parce que le jour où il faudra qu'elle affronte Wonder Woman, il faudra qu'elle soit au level, quoi, parce que là j'étais un peu déçu que James Gunn ait un peu nerf Circé, surtout qu'honnêtement il était même pas obligé de mettre Circé, il aurait pu mettre n'importe quelle méchante, je pense en vrai pour le début de la série, il était même pas obligé de mettre Circé, quoi. Donc bon, un peu déçu du traitement de Circé qui a un bon design, qui est bien interprété, et qui est pas un mauvais personnage, mais il a bien nerf et j'étais un peu déçu de sa conclusion, quoi. Parce que là, me dire que Circé est emprisonné, pour moi Circé c'est un personnage de fantasy, quoi. Tu l'emprisonnes pas dans une prison d'humains, quoi. Donc bon. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé l'idée des fils de Themyscira. Cette idée que c'est. D'ailleurs, puisqu'en gros dans les comics, il y a un groupe qui s'appelle les fils de Themyscira,
Parce que dans les comics, en fait, les fils de Themyscira, c'est un groupe d'hommes qui sont en fait tous les enfants masculins que les Amazones ont rejetés, parce que les Amazones ne doivent être peuplées que de femmes, qui vont partir se venger de leur mère qui les ont rejetés, en fait. Ce qui est un concept que je trouve cool, en vrai, mais à ce qui paraît, le comics sur ça était pas ouf. Et là, j'ai bien aimé ce délire-là de... Le fait que dans le DCU, Themyscira ce soit un peu une espèce de légende, que les personnages bien renseignés comme Amanda Waller sont sûrs que ça existe, certes, mais que le monde entier, pour eux, Themyscira c'est juste une ville, c'est juste une cité avec que des femmes, et rien de plus, et que jamais personne n'ait vu la ville de Themyscira une fois dans leur vie, et que donc t'as un giga groupe d'extrême droite, trumpiste, qui se dit que c'est inégal d'avoir une île où il y a que des femmes et que donc ils veulent que les hommes vivent sur cette île aussi. Et du coup, tu as un giga groupe d'extrême droite avec leur casquette rouge. Mais j'ai bien aimé cette manière de critiquer Donald Trump, justement, avec cette espèce d'équipe de fachos d'extrême droite qui réclame la cité de Themyscira afin que les hommes puissent aussi vivre dans une cité où il y a que des femmes. Donc parce que c'est inégal et c'est irrespectueux pour les hommes, genre ça m'a fait bien rire le concept. Donc et bien sûr c'est des méchants très débiles et qui sont bien sûr obnubilés par la beauté de Circé. Donc le concept était assez drôle et ça faisait ça m'a beaucoup fait penser au fils de Batman dans The Dark Knight Returns, cette espèce de culte qui se forme autour de Batman et qui vénère Batman alors qu'en fait il déforme totalement les propos de Batman. Donc j'ai bien aimé ce délire là qui critique bien Donald Trump, ce qui est bien sûr extrêmement actuel bien sûr. Mais voilà, autant ce groupe là était marrant, autant le personnage de Circe en lui-même m'avait plutôt déçu quand même. Et Amanda Waller était sympa dans la série, j'ai bien aimé le fait qu'on ait montré quand même qu'elle soit pas si froide que ça. Parce que Amanda Waller est réputée pour être un personnage extrêmement froid, sans émotion, alors que là, on voit quand même qu'elle est très impactée quand Rick Flag Senior se fait blesser par Clayface, et on voit qu'elle reste sur son chevet d'hôpital. Donc on voit que peut-être Amanda Waller a peut-être plus d'émotion que ça, et je pense que ça set up un petit peu ce que devrait vivre le personnage dans sa série télé, parce que après Frank Grillo nous la spoil. Mais dans Peacemaker saison 2, ce sera Rick Flag Senior qui sera le chef de l'Argus et plus Waller. Donc on verra quels seront les enjeux de Waller quand sa série sortira. Mais Viola Davis fait toujours aussi bien le taf. Et puis je peux très vite fait vous évoquer tous les cameos de l'univers d'ici que l'on peut voir dans cette série. J'ai trouvé ça très très drôle de voir des personnages comme Fisherman, qui est un ennemi d'Aquaman, comme le Animal Vegetable Mineral Man en background, qui est un ennemi de la Doom Patrol. Et d'ailleurs, si vous voulez voir une série du style de l'univers de James Gunn, un peu stylé James Gunn, très Silver Age, très kitsch, très cartoon, je vous recommande la série Doom Patrol, qui est une très très cool série, où vous pouvez potentiellement voir cet Animal Vegetable Mineral Man. On a des personnages que personne ne connaît dans l'univers d'ici, comme le Crimson Centipede, que même moi je connaissais pas. On a Gorilla Grodd, qui apparaît dans les visions, et on sait que James Gunn est très attaché aux gorilles qui parlent, et aux animaux, donc je serais pas surpris que James Gunn ne l'ait pas casé par hasard, bien sûr, et que du coup, peut-être que Grodd aura un rôle important dans l'univers d'ici. Moi j'aime beaucoup le personnage de Gorilla Grodd, c'est l'un de mes méchants préférés de l'univers de Flash, et c'est un très très gros vilain, très très important, très très puissant, donc ça pourrait être très très cool de voir Gorilla Grodd peut-être être l'une des grandes menaces du DCU, mais ouais, ça faisait plaisir de voir Grodd aussi présent également. Starfire faisait aussi partie des caméos, il faut savoir qu'il y a un film Teen Titans qui est en préparation, donc c'est pas non plus incohérent de voir du coup Starfire en caméo. La Dr Macpherson est un personnage qui existe aussi dans les comics d'ailleurs, qui est une archéologue de Gotham et non de Themyscira à la base, et on voit quelques personnages dans la séquence Abel Rêve, on voit Yena, Orca, Ekfu, le Kong Gorilla qui est justement l'un des gorilles qui parlent, que James Gunn aime bien, qu'il a décidé de tuer dès sa première scène, du coup ce pauvre gorille, Kemo qui est un ennemi des Metal Men justement, le Bug-Eyed Bandit qui est un ennemi du coup de Atom que je connaissais aussi, et du coup les personnages qui vont introduire l'équipe pour la saison 2, du coup on a Nosferatu, qui est un personnage qui est extrêmement secondaire des comics, c'est une espèce de vampire qui est un ennemi de Superboy, qui est une antagoniste de Superboy. En dehors de ça, c'est pas un personnage qui a fait grand chose, mais je pense juste que James Gunn n'est juste pas très fan du vampire de l'équipe des créatures commandos des comics dont je n'ai plus le nom, et qui s'est juste dit je pense que Nosferatu elle est plus stylée, elle est plus cool à introduire. Donc du coup en saison 2, James Gunn va nous introduire l'équivalent du vampire avec Nosferatu, donc on verra ce que ça donne avec ce personnage là, et va nous introduire également l'équivalent de la momie avec du coup Calice la momie, dans les comics la momie qui fait partie de l'équipe des créatures commandos. Donc pour la saison 2 on aura le droit à la momie et au vampire, et en plus de ça on aura le droit du coup à J-Robot qui est amélioré, et on aura droit en plus à King Shark, qu'on avait déjà vu doublé par Sylvester Stallone, bon pas dans la série, mais qui était doublé par Sylvester Stallone dans Suicide Squad, qui du coup sera cette fois-ci dans l'équipe des créatures commandos.
Ce qui est totalement logique, hein, parce que King Shark, c'est pas un humain, c'est pas du tout un humain, mais c'est même pas un méta-humain, c'est littéralement un requin humanoïde. Mais à la base, King Shark, c'est censé être un requin. Donc, pour le coup, il a totalement sa place dans l'équipe. Donc ça peut être très marrant de revoir King Shark après les événements de Suicide Squad, qui est un personnage que j'apprécie aussi. Donc voilà, de manière générale, je suis assez satisfait par la série, même s'il y a des défauts que je vous ai évoqués, et il y en a d'autres que je n'ai pas encore évoqués, notamment le fait que tu as littéralement... notamment le fait que tu as la princesse qui se fait flinguer par la fiancée, et autant quand la fiancée flingue le Frankenstein, les soldats entendent, mais quand c'est la princesse qui se fait tuer par la fiancée, les soldats n'entendent pas, déjà. Et même s'ils n'entendaient pas, parce que oui, c'est un flingue silencieux, donc ça se justifie, d'où à la fin de la série, les commandos se barrent du Pokélistan à pied, sans problème au KLM, sans que l'armée ait eu le temps de checker que la princesse s'était faite buter et qu'ils aient le temps de les arrêter en fait. Ils ont littéralement tué la princesse du Pokélistan qui était sur le point de faire la guerre contre les Américains. Et là, elle meurt et on n'a pas le droit aux retombées. On ne reparle plus jamais des retombées que ça peut avoir, quoi. Alors que, désolé, mais là, tu as tué la princesse d'une nation. Pour moi, le pays va peut-être partir en guerre, tu vois. Donc après, ça dépend de ce que James Gunn va faire. Parce que moi, honnêtement, je pense personnellement que James Gunn, en saison 2, va confronter les Creature Commandos à une nouvelle mission. Je pense que ce sera une toute nouvelle mission avec une nouvelle intrigue. Mais je serais pas contre qu'en saison 2, il nous mentionne ce qui se passe au Pokélistan, quand même. Parce que t'as la princesse qui s'est fait buter. Pour moi, le Pokélistan, il part en guerre, là. Là, pour moi, c'est la guerre. Là, pour moi, les retombées politiques, ils seront énormes. Je pense que là, le Pokélistan, ils voudront buter les Américains, là. Donc j'étais un peu déçu qu'on ait un peu expédié la mort de la princesse et qu'on ait un peu expédié toute la partie Pokélistan, alors que c'est quelque chose d'extrêmement important, quoi. Puis il y a plein de questions comme ça, c'est pourquoi Nina a fini à Belle Rêve, alors que Nina, c'est une méta-humaine, certes, mais c'est pas une prisonnière, c'est pas une criminelle, elle a tué personne, donc il y a plein de petits détails comme ça. On évoquera aussi bien sûr la présence de beaucoup d'habitués de James Gunn dans le casting vocal. On a Michael Rooker qui fait la voix du pote, qui fait justement la voix du gars qui prend en charge de Robot, le nazi du coup. On a Linda Cardellini qui a joué plein de rôles pour lui, qui fait la voix de l'avocate aussi. On a plein d'acteurs bien connus de James Gunn qui du coup jouent des rôles. Rupert Thorne est joué par un bon ami à lui aussi. Donc voilà, on est dans une série de James Gunn avec des acteurs de James Gunn, et ça c'est pas non plus pour nous déranger vu que c'est sa série, il fait ce qu'il veut sur son casting. Et il faut savoir que le Pokélistan dans les comics, ça c'est juste apparu dans les comics Superman, où t'as un espèce d'équivalent du Général Zod russe, un peu qui est devenu dictateur du Pokélistan. Et peut-être que la princesse était un petit peu inspirée de cette espèce de dictateur du Pokélistan des comics, qui était une espèce de mec qui s'appelait Z et qui s'est inspiré du Général Zod pour devenir le Général Zod numéro 2, c'est un délire un peu bizarre. Mais peut-être que la princesse était un peu inspirée de ce personnage-là, vu que le personnage de la princesse est un personnage complètement original pour la série. Donc voilà, en tout cas, c'est le truc le plus proche du Pokélistan qu'on peut retrouver. Donc c'est assez marrant de voir James Gunn utiliser des pays extrêmement peu connus, fictifs certes, mais extrêmement peu connus des fans de DC, mais qui existent dans les comics comme le Pokélistan, vu que dans Superman, pareil, dans Superman, on aura le droit à Balia et au Jaranpur, qui sont deux pays extrêmement secondaires de l'univers DC que l'on verra du coup dans Superman. Donc c'est assez marrant de voir le build-up qu'il est en train de faire de son univers pour le coup. J'étais un petit peu déçu qu'on n'ait pas eu Flag ou Circe à l'épilogue de fin, un peu déçu du build-up sur Frankenstein qui était pas très fou au final, et même Clayface il était là. Clayface est pote avec une princesse, mais on sait pas comment il a été engagé, d'où il vient, est-ce qu'il a été payé pour faire ce qu'il a fait, est-ce qu'il est mort, qu'est-ce qui lui est arrivé. Je trouve qu'il y a quand même des questions qui sont assez floues dans la série qui m'a un petit peu déçu de manière générale. Mais sinon globalement j'ai plutôt bien apprécié la série, je trouve que c'est une très bonne œuvre, et je trouve que encore une fois James Gunn est très doué pour faire des œuvres sur des personnages un peu marginaux, c'est un peu son style on va dire, et du coup pour moi il prolonge un peu son sans faute entre guillemets sur ses œuvres. C'est que moi la trilogie Gardien j'aime beaucoup, j'aime bien son Holiday Special, j'aime beaucoup son Suicide Squad, j'aime bien Peacemaker. Donc pour moi James Gunn ne m'a jamais déçu de manière générale. C'est aussi pour ça que je reste malgré tout confiant sur son film Superman, malgré le trailer qui fait couler un peu d'encre. Mais de manière générale j'ai été quand même satisfait du coup par Creature Commandos, qui a su nous proposer un peu le meilleur de James Gunn, et sur la manière dont il pouvait raconter des histoires tragiques, tristes, adultes, profondes, sur des thématiques intéressantes, et des personnages variés en termes de genre, de style de jeu, et de personnalité. Et donc je suis assez curieux de voir qu'est-ce qu'il fera en saison 2 avec cette équipe-là, et on va bien sûr voir les retombées assez tôt avec la saison 2 de Peacemaker, et avec la série sur Amanda Waller. Donc on verra, mais de toute façon, vu que c'est une série d'animation, ça risque d'arriver très très vite, en vrai une saison 2, donc on verra qu'est-ce que ça donnera.
Et puis il y a des personnages que j'aurais très envie de voir en live action dans l'équipe. Moi j'ai très envie. Je me demande David Harbour en Frankenstein en live action, ça rendrait comment honnêtement? Phosphorus en live action, ça rendrait comment aussi? Il y a des personnages que j'aimerais effectivement bien voir en live action. Donc on verra pour tout ça, mais honnêtement j'ai plutôt bien aimé, donc n'hésitez pas à donner votre avis sur Creature Commandos. Qu'est-ce que vous pensez du coup de ce premier chapitre du DCU, qui bien sûr est très fidèle d'ailleurs au nom du chapitre qui s'appellera Guns and Monsters. Et puis j'espère que vous avez apprécié cette critique et je vous remercie de l'avoir écouté, donc merci à tous d'avoir vu cette vidéo, et ciao.